vous allez mettre l'ambiance. Merci mille fois à Zout Collectif pour cette introduction musicale, pour cette nouvelle France des solutions. Nous sommes ici, on pourra les retrouver d'ailleurs tout à l'heure, et vous les applaudirez sur scène si vous le souhaitez, le 30 octobre sur la scène musicale. Il paraît que Nathalie Dosset va venir faire un petit tour sur leur scène à eux, justement, le 30 octobre. Bienvenue à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai envie de dire, comme d'habitude, tous les ans, au mois d'octobre, c'est un rendez-vous que je ne manquerai sous aucun prétexte. Et vous aussi, apparemment, donc merci d'être fidèles au rendez-vous. Merci d'être ici au CESE, au Palais d'Iéna, qui nous accueille toujours fidèlement, et nous sommes très touchés par cet accueil. Nous sommes très touchés de vous voir ici, toujours aussi nombreux, et presque de plus en plus nombreux, si j'ose dire. Depuis 2004, Reporters d'Espoir promeut le journalisme d'impact, le journalisme constructif, le journalisme qu'on appelle de solution. Notre idée, à nous, c'est vraiment de mettre en valeur les actions, les idées, les initiatives qui font sens. C'est vraiment ça, notre credo. Alors, si nous réfléchissions ensemble à un nouveau récit mobilisateur pour la France, vous avez 2 heures, je ramasse les copies à la fin de ces 2 heures. Plus sérieusement, il y a des personnalités qui ont réfléchi toute l'après-midi, qui ont mis leurs talents et leurs compétences en commun. Vous voyez d'ailleurs leur visage sur cet écran. Ils ont réfléchi à plusieurs thématiques que nous avons développées ensemble pour justement imaginer ce récit mobilisateur pour la France. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'ils se sont vraiment livrés à un exercice d'intelligence collective. En fait, le collectif, c'est ça qui nous rend plus forts, c'est ce qui nous permet d'avancer. Je trouve que quand on met les idées comme ça en commun, quand c'est constructif, forcément, on va plus loin. Alors, ces thématiques, quelles sont-elles? On leur a demandé de réfléchir sur le thème de la France, c'est la mer, la France, c'est le beau, la France, c'est l'industrie, et la France, c'est le nous, c'est-à-dire c'est le collectif. Alors vous allez me dire, ok, super, c'est très sympa, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à aller plus loin, justement, ça sert à faire émerger des idées. Il y a un ouvrage qui est prévu, qui sortira en 2020, où nous allons mettre en commun justement toutes ces idées, tout ce qui a émergé de cette intelligence collective, et vous allez voir que grâce à cela, nous allons pouvoir plus que jamais promouvoir cette information solution qui nous tient particulièrement à cœur ici à Reporters d'Espoir. Alors, je vais inviter tout à l'heure 3 personnalités qui vont me rejoindre sur scène. Alors, non pas pour faire un résumé des ateliers de cet après-midi, je pense que ça serait trop long, mais qui vont nous aider à en savoir un petit peu plus et puis à réfléchir justement ensemble sur ces thématiques que nous allons évoquer. Avant toute chose, je voulais vraiment remercier notre invité d'honneur, M. Lambert Wilson. Merci mille fois d'être avec nous. Et vous nous avez dit, j'ai envie de vous présenter quelqu'un, je garde la surprise, et promis, on fait connaissance avec lui dans quelques minutes, mais une fois de plus, on est très touchés que vous soyez là. Alors merci bien évidemment à nos partenaires, je sais que c'est toujours la partie, il y a une liste de partenaires, mais non, c'est très important. Nous en tout cas, pour Reporters d'Espoir, ça nous permet d'avancer, d'avoir des partenaires fidèles. Alors je le disais, le CESE est un fidèle parmi les fidèles, donc merci pour l'accueil. La Caisse d'épargne d'Île-de-France qui s'inscrivent vraiment sur la durée à nos côtés, Business France et Accenture qui sont à nos côtés aujourd'hui. Alors, je vous demande maintenant d'accueillir les 3 personnalités dont je vous parlais, qui sont représentatives en fait des thèmes que nous avons abordés cet après-midi dans nos ateliers. Vous les accueillez chaleureusement avec moi? Allez, je compte sur vous. Il est historien, écrivain, scénariste, grand amateur d'utopie et d'aventures humaines insolites. Il porte le beau titre de régent du collège de pataphysique. Il s'agit de Bruno Fellini. Venez. L'expérience utilisateur, vous allez peut-être en dire un petit peu plus. En bref, elle est designer en chef. J'appelle Sarah Diakité Kaba. Vous savez, dans le jargon, grâce à lui, on sillonne la
France à moindre coût. Frédéric Mazella est avec nous, le fondateur de Diamant. Je vais vous donner un petit micro à tous les trois. Je suis comme à la maison, je disais c'est mon petit club de jazz, mais c'est aussi mon petit salon. Voilà pour les micros. Alors Bruno, j'ai besoin de vous déjà pour qu'on comprenne ce que ça veut dire un récit collectif. Vous qui êtes écrivain, historien, scénariste, c'est quoi en fait un bon récit? Alors déjà, qu'est-ce qu'un récit? Un récit, c'est la rencontre du langage, de l'espace et du temps. Un récit pourrait se mimer, donc le langage, il faut l'entendre de façon très large, mais c'est vrai qu'en général, c'est avec des mots, dans une langue articulée. Alors c'est une œuvre humaine. Il n'y a pas de récit comme ça brut dans la nature, c'est quelque chose que l'on construit. Mais c'est une œuvre très particulière parce que beaucoup d'œuvres humaines sont en dehors de l'espace, en dehors du temps. Elles sont abstraites. Une œuvre philosophique, ça n'est pas un récit en général. Sauf si c'est une parabole, genre un petit peu particulier. Un récit, ça a à voir avec l'espace et le temps, c'est-à-dire que ça a un début, un déroulement, éventuellement une fin, ou alors si on est malin, si on est un bon narrateur, il y a des rebondissements, il y a des fausses fins, et puis le récit repart, le récit reprend. C'est comme ça qu'on a inventé la série, par exemple. C'est ça un récit. Qu'est-ce que c'est qu'un bon récit? Un récit fédérateur. Alors là, c'est plus subjectif, évidemment. Très subjectivement, je dirais un bon récit, c'est un récit devant lequel je ne m'ennuie pas. Je ne vois pas le temps passer. Je suis captivé par le récit. Et captivé, il faut l'entendre au sens strict, au sens littéral. C'est qu'en fait, je m'identifie. Je ne me rends même pas compte qu'il y a un récit, parce que moi-même, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, je me projette, soit dans ce récit, soit dans un personnage, dans un élément de ce récit. Mais Bruno, l'exercice du récit collectif, alors, c'est pas évident comme... C'est très difficile. Alors, vous savez qu'en France, on a un vieux débat, je ne sais pas quoi dire, on le ressort régulièrement, faut-il ou non un roman national? Ça, c'est un débat que je voudrais esquiver, pas par lâcheté, mais parce qu'à mon avis, il est mal posé. Quand on parle de roman national, on évoque quelque chose qui est ambigu, parce que quand on dit roman, on pense à une fiction, et donc un roman national, c'est forcément quelque chose qui serait trafiqué. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un roman national, mais on n'a pas plus besoin d'un roman anti-national ou d'un roman anti-français dans lequel les Français seraient toujours des méchants, seraient toujours des ratés, seraient toujours dans leur tort. Je pense qu'on a besoin d'un vrai récit fédérateur et un récit dans lequel on puisse s'identifier. Pas à tout le monde, mais qu'on puisse s'identifier à des personnages. En fait, je crois que nous avons besoin de héros. Alors, pas des héros tels que les mettent en scène les propagandes d'État totalitaires, non. Des personnages, et il y en a dans notre histoire, des écrivains, des hommes politiques, des grands navigateurs, parce que j'étais dans l'atelier sur la mer, des personnages qui ont fait des choses extraordinaires. On cherche des héros du quotidien, tout ça pourquoi? Avoir une appartenance à une communauté, c'est ça qu'il faut? Je crois que personne ne se construit tout seul dans cette voie. Les expériences qui ont été faites d'enfants dans la jungle n'ont pas été extraordinaires. Nous avons besoin des autres pour nous construire. Et à partir de là, eh bien, il nous faut des modèles. Il nous faut des modèles qui suscitent notre sympathie ou notre antipathie. Et je crois que tous, enfants, nous avons admiré aussi bien des personnages historiques, des personnages fictifs, des personnages de notre entourage, de notre famille, des gens à qui on avait envie de ressembler, d'autre part. Et l'art de quelqu'un qui crée un récit, eh bien, c'est de créer ce type de personnages qui vont susciter ou non l'empathie. Bruno, je fais un pari, je suis sûre que des personnalités inspirantes, vous en trouverez ce soir. Croyez-moi sur parole. Je vous crois. Sarah, vous avez participé aux ateliers de cet après-midi. Finalement, vous avez fait l'atelier sur l'industrie, hein, c'est ça? Finalement, en tant que designer, vous avez pu participer à l'industrie aussi sur le beau. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs ensemble. Alors, côté industrie, on dit toujours que c'est la cata en France, ça va pas du tout. L'industrie, c'est pas du tout compétitive. Comment on fait pour justement rebooster un petit peu le moral des troupes, si j'ose dire, à la lumière peut-être de ce que vous vivez, vous, au quotidien dans le monde de l'industrie? Comment on pourrait redonner envie de croire à l'industrie française dans sa globalité? Effectivement, c'était très intéressant ce que nous avons fait comme exercice de design fiction tout à l'heure, puisque nous étions animés par des expertes des méthodologies de dynamique de groupe et qui avaient pour objectif de nous amener à créer un récit mobilisateur dont l'objectif est quelque part de raconter une utopie et non pas une dystopie, comme on en voit beaucoup dans les séries américaines notamment. On a utilisé plusieurs fois la référence à Black Mirror et on s'est mis justement sur un contre-pied en proposant quelque chose de l'ordre d'un bright mirror, quelque chose qui soit un peu plus
un peu plus positif. Et ce qui est intéressant dans tous les échanges qu'on a eus avec les différentes personnalités qui étaient invitées, c'est que c'est posé la question de l'imaginaire. Parce que le récit, c'est du texte, c'est de l'oralité. L'imaginaire, c'est aussi du visuel. Ça mobilise peut-être d'autres sens qui sont également porteurs de religion, de croyances, de mythes, de rites, de signes, et qui n'ont pas forcément toujours besoin de récits pour être partagés. Et on était à la fois dans l'excitation de cet exercice qui consistait à réinventer l'industrie, la réenchanter pour la donner à comprendre de manière positive, peut-être aux nouvelles générations, car on se projetait à l'horizon 2050, hein, c'est quand même dans 30 ans, donc on a le droit aussi d'aller chercher peut-être des références qui n'existent pas aujourd'hui. Et en même temps, on était dans cette frustration de ne pas aller jusqu'à la formalisation. Dans ce groupe, il y avait également des personnalités philosophes, comme Pierre Musso, ou designers, comme Dominique Siama ou Anna Sancio. Et donc on était aussi dans la recherche de sens pour la société, parce que l'industrie, c'est la société. En fait, c'est un collectif qui a un projet et qui doit faire société. Il faudrait faire plus travailler notre imaginaire aujourd'hui pour développer l'industrie, c'est ça si je me suis? Pour développer des croyances. Alors, Audrey Sondazon, c'est pas forcément comme ça que vous voyez, ça c'est le côté obscur de la France, mais plutôt pour développer des imaginaires, des croyances qui donnent envie de faire exister cela, qui donnent envie de formaliser cette croyance. Voilà. L'industrie est aussi vectrice de sens, et à ce titre, peut être considérée comme une religion en tant que telle, puisqu'elle fait société, elle rassemble des gens autour d'un projet, qui peut être un projet de produit, de service, d'espace, que sais-je. Frédéric, la France c'est le nous, c'est la force du collectif, l'importance du collectif. Vous, ça vous parle, forcément. Oui, bonsoir. Disons que oui, un service comme BlaBlaCar ne pourrait pas exister sans le nous, puisque effectivement il s'agit de s'entraider entre justement les conducteurs avec les places vides et les passagers qui font les trajets correspondants. Donc effectivement, non seulement le service lui-même est basé sur de l'entraide, mais en plus on voit que ça développe des aspects sociaux très intéressants du fait que ça amène des conversations là où on n'avait pas forcément avant. Dans les voitures où les gens sont tout seuls, il y a moins de conversations forcément que dans les voitures dans lesquelles il y a plusieurs personnes. Et donc on voit notamment que tous nos membres, alors aujourd'hui c'est 16 millions de Français et 85 millions de personnes dans le monde, hein, puisqu'on est dans 22 pays. Et ce que nous disent les membres, c'est qu'on a plus de 87% des membres de covoiturage qui disent qu'ils ont eu des expériences enrichissantes en covoiturage. Et 76% qui disent j'ai l'impression de me sentir utile. Donc là c'est vraiment la notion d'entraide, de rendre service à son prochain. Et on a même une autre statistique assez marrante qui est que 21% des gens qui ont fait du covoiturage ont dit des choses à leur covoitureur qui n'ont jamais dites à personne d'autre. Voilà, on se dit, ça c'est un petit national en fait, notre plateforme. Mais parce qu'en fait, il y a dans le covoiturage, et surtout quand on conduit, on retrouve d'ailleurs des similarités de posture avec une séance chez le psy. Parce que quand on regarde par le pied, les gens se regardent pas. Quand les gens se regardent, il y a, en fait, ça peut créer une autre forme de communication, mais ça en coupe une autre aussi. Quand on se regarde pas, on peut dire des choses différentes. Mais en fait, chez le psy, carrément, les gens peuvent se retrouver sur le canapé rouge et puis ne pas regarder la personne, du coup, se libère plus. Donc voilà, il y a des petits secrets qui se baladent comme ça, sur BlaBlaCar, une personne sur 5. Donc si vous voulez apprendre des choses que personne ne peut apprendre, il faut Bruno, je voulais qu'on revienne sur l'atelier sur la mer. La France et la mer. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de particulier dans cet atelier, sans détailler forcément tout ce qui s'est dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a émergé? Émerger, c'est le terme. C'est la France qui a émergé justement parce que la France, c'est une immense puissance maritime. Et tous ceux qui étaient évidemment réunis dans cet atelier le savaient confusément, on l'a réaffirmé. Je pense qu'ici, chacun sait maintenant, parce que c'est un thème qui est devenu fort depuis quelques années seulement. La France est le deuxième domaine maritime mondial. Quand j'étais petit à l'école, on me disait que la France c'était 550 000 km², parce qu'en fait c'est la superficie de la métropole. Mais si on compte aussi l'outre-mer, les eaux territoriales, les zones économiques exclusives, la France est près de 12 millions de km². Donc la France c'est plus grand que la Chine. Et seulement 5% du territoire français est en Europe. À partir de là, on change complètement de perspective. Le vrai enjeu de l'atelier, c'est comment faire savoir cela au pays, comment en parler dans un pays qui a une tradition terrienne
extrêmement fort et où la mer, en fait peur. Demander aux Français de choisir entre la terre et la mer, je pense que 80% d'entre eux se diront que la terre c'est du sûr, alors que la mer c'est dangereux, on peut y couler, en plus c'est pollué, en plus il y a des migrants sur les bateaux, enfin, pour plein de raisons on a un petit peu peur de la mer aujourd'hui. Comment rendre la mer attractive et comment faire prendre conscience que notre avenir s'y joue? Une tentative peut-être c'est de se dire que finalement la France c'est pas ce qu'on croit, la France c'est un archipel. Tant qu'on opposera la terre à la mer, on ne comprendra rien à rien. Il y a des peuples dans le monde, les Japonais, les Malais, les Indonésiens, qui ont un même mot pour désigner le territoire, qu'il soit maritime ou terrestre. Et il faut qu'à travers le mot archipel ou un autre mot à forger, on réussisse à faire passer cette idée-là que la France est un territoire à la fois terrestre et maritime indissociablement. Je pense que ça va faire écho à nos interventions suivantes. Sarah, je voudrais qu'on fasse référence à l'atelier sur le beau, la France est beau. Donc, en tant que designer, vous n'y étiez pas directement, vous auriez pu, hein, je le disais, y assister. Lorsque Philippe Starck est venu ici, on parlait justement du design et de l'importance du design français. Et on disait que finalement, la façon d'exporter la France partout dans le monde passait entre autres par le design. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français, selon vous, dans ce domaine-là? C'est étonnant de vous poser cette question parce qu'on se l'est posée pas plus tard qu'à la dernière Assemblée nationale de l'APCI, l'Association Promotion de la Création Industrielle, qui rassemblait donc des personnalités du design, des institutions, des écoles. Et on se posait cette question-là à l'aune d'un prix qui s'appelle l'Observatoire du design et qui, chaque année, à la Cité des Sciences, pour les derniers en tout cas, remet des prix de design de qualité française. Et donc on se disait qu'avec tout le corpus de prix qui a été donné à des produits, à des services, à des espaces, on devrait pouvoir mener une analyse, une étude en profondeur pour identifier quel est le dénominateur commun. Est-ce qu'on peut arriver à voir à travers peut-être le filtre de la France, la French touch de tous ces produits, ces services? Donc j'ai pas la réponse, désolé, j'ai pas la réponse, j'ai pas de scoop. En revanche, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand on est designer et qu'on a l'occasion de travailler dans différentes entreprises, comme ça a été mon cas, ou dans différents pays, quelque part, on attend de nous d'être un designer à la française. Et j'entends par là un designer qui a une sensibilité particulière à la notion de concept, à des révérences aussi, à la morale. On a quelque chose de ça en France. Hein. Et aussi un enclin pour les choses de l'ordre de l'émotion, de l'amour en fait. Et donc on attend aussi de nous qu'on aille jusqu'à designer des objets qui créent des addictions, qui créent des sentiments amoureux et qui attirent en fait. On attend ça de nous. Frédéric, vous voyagez beaucoup dans le monde entier. Comment sommes-nous perçus, nous, à l'étranger? Enfin, quand je dis nous, des gens comme vous, qui investissent, qui créent, qui avancent pour le collectif. D'ailleurs, je vais juste préciser une chose, je voyage beaucoup moins depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est bien. Notamment pour des raisons justement d'environnement, de changement climatique, où je pense que je ne suis pas le seul. On commence à être plusieurs à se dire que voilà, c'est pas la peine de prendre l'avion quand on peut faire alors, si on commence un vidéo call. Voilà, donc, comment sommes-nous perçus? On est perçus, alors, si je parle du monde du digital, qui est celui dans lequel j'évolue beaucoup, on peut se rendre compte d'une chose, sur les 20 premières sociétés géants technologiques mondiaux, il y en a 11 qui sont américains et 9 qui sont chinois. C'est à peu près simple, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une européenne, et encore moins française. Après, si on prend d'autres classifications digitales, donc en regardant ce qu'on appelle aujourd'hui les licornes, c'est des sociétés valorisées plus d'1 milliard de dollars, et qui sont très récentes et qui sont généralement basées dans le digital. Il y a 165 licornes américaines, 95 chinoises, 30 européennes, et suivant les matins, suivant les journaux, entre 4 et 7 françaises. Voilà, je faisais le parallèle avec un match de tennis. 165 à 30, c'est 6-1. 165 à 5, c'est 6-0. Donc, et c'est 6-0 avec 15 points marqués sur une faute de l'adversaire, parce qu'en plus, quand on regarde bien les business qu'on a créés nous, c'est souvent sur des créneaux sur lesquels les Américains ne sont pas. Donc, il faut quand même déjà resituer ça en perspective. Donc, on est perçu comme effectivement avec des valeurs de luxe, de design, d'amour, de tout ce qu'on veut, de tradition, de terroir, de tout ça, du vin, du fromage. Mais en termes de digital, on n'est quand même pas sur la scène. Il y a plein de choses à faire. On en rigole, mais c'est un drame pour les 20 ans qui viennent, parce qu'en termes de souveraineté
souveraineté nationale, si on n'est pas capable d'aller très fortement vers le digital va venir vers nous et on aura le choix entre donner nos data aux Américains ou aux Chinois, et c'est à peu près tout. Donc c'est un grand enjeu, on évolue beaucoup sur le système digital. Après, en termes d'ouverture, en termes de politique qui vont dans le bon sens, je pense que l'arrivée du président Macron a fait beaucoup de bien en termes de perception, parce que ça rajoute quelque part l'image des rencontres de la France, mais on a beaucoup de travail. Je voudrais laisser le mot de la fin à Bruno, parce que est-ce que la tradition française, c'est pas un peu, c'est d'avoir un petit peu de folie, un petit peu d'humour, de surréalisme qui est représenté ici, la métaphysique, qui est cette science fictive des solutions imaginaires. Est-ce qu'il ne faut pas un petit grain de folie? On en a absolument besoin, mais alors tout dépend, ne confondons pas. Le surréalisme, c'est la valorisation de la folie, de la spontanéité absolue, du déchaînement, un peu chamanique. Les pataphysiciens sont un petit peu différents. Nous avons, je pense, je l'espère, un peu d'humour, mais c'est un humour un peu plus froid, un peu plus distant. Vous l'avez dit, la pataphysique est la science des solutions imaginaires, c'est-à-dire qu'un pataphysicien va toujours chercher à rendre compte des exceptions. Comme quelque chose de logique, par exemple. La démarche pataphysicienne par excellence, c'est de traiter très légèrement un sujet sérieux et traiter avec beaucoup de sérieux un sujet léger. Nous pouvons tenir très très longtemps sur la manière de découper des tranches de saucisson, par exemple. Vous voyez, ou ce genre de choses-là. Et finalement, c'est assez salutaire comme exercice parce que ça oblige à prendre une distance avec tout, à douter de tout. Et c'est comme ça qu'en fait la pataphysique est l'héritière de Descartes. Il n'y a pas plus français finalement que le doute cartésien. Hein, je savais que vous aviez très bien bouclé cette première partie. Merci. Merci mille fois. Je vous le disais, sans les partenaires, nous ne serions rien. Merci beaucoup d'accueillir Daniel de Beaurepaire, s'il vous plaît. Daniel, vous avez la parole, vous êtes le bienvenu parmi nous, cher Daniel. Merci de nous accompagner, d'être fidèle à la France des solutions. Vous aussi, finalement, vous êtes un accompagnateur des mutations positives. Alors, nous sommes d'abord très fiers de participer pour la 6e année consécutive à la France des solutions. Vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons fêté notre bicentenaire et nous avons pu remettre 18 prix à des jeunes entrepreneurs ou pour des futurs projets, des futures créations d'entreprises. C'était pour nous très important. Alors, la Caisse d'épargne de France a toujours suivi les transformations de notre société. Je vais prendre quelques exemples qui peuvent prêter sourire, mais qui sont quand même une réalité. Nous avons financé au XIXe siècle les établissements de bains et douches. Oui, c'est vrai, les bains et douches, oui, c'est vrai. Exactement. Les jardins ouvriers, qui existent encore. Quand, en 1881, si vous aviez vécu à cette époque, vous auriez pu ouvrir un livret d'épargne sans demander une autorisation parentale ou à votre mari. Voilà, donc c'était déjà, entre guillemets, révolutionnaire. Et le logement social aussi. Et alors le logement social, c'était un point très important, ce logement social que nous avons toujours accompagné, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, sur ce point, la Caisse d'épargne suit cette évolution et ses territoires. Et concernant le logement, nous avons aidé actuellement des particuliers pour un montant en 2018 qui est très important, presque 5 milliards d'euros, pour le financement et l'accession à la propriété. Et nous sommes aussi, vous indiquez, le logement social, qui est très important pour nous, puisque nous finançons avec des prêts à très long terme qui permettent aux bailleurs sociaux et aux occupants d'avoir des conditions financières avantageuses. Je crois que c'est déjà un premier point pour la Caisse d'épargne de France qui suit l'évolution des sociétés et l'intérêt général. Et si on parle d'aujourd'hui, alors si on parle de Paris et du Grand Paris, on est toujours très engagé. Le Grand Paris, nous sommes un banquier et un partenaire de référence, notamment pour le Grand Paris Express, qui va être ce réseau ferré qui va doubler de capacité. Nous avons actuellement 200 km de voies ferrées pour l'Île-de-France. Nous en aurons dans 10 ans 400 km.
Et nous finançons également le matériel roulant, c'est-à-dire les TER, les bus électriques. Donc vous voyez que nous travaillons quand même pour l'environnement. Et pour mémoire, nous accompagnons actuellement une société qui s'appelle Hype et qui est une société de taxi qui ne marche qu'avec l'hydrogène. Tous les taxis marchent avec l'hydrogène, donc vous voyez, c'est 100% non polluant. C'est parfait alors. C'est vrai que la Caisse d'épargne de France a toujours eu l'intérêt général en tête et elle est très contente aujourd'hui de pouvoir être un partenaire de France Solutions et nous attendons avec, j'allais dire, impatience tous les projets qui vont être développés dans cette soirée qui ne fait que commencer. Oui, on a encore plein de choses à se dire. Merci Daniel, merci beaucoup. Vraiment les actions concrètes, vous allez voir, c'est beaucoup plus constructif. On va donner la parole aux acteurs de solutions qui agissent quotidiennement sur le terrain. Vous allez voir qu'ils nous donnent vraiment envie de croire à notre capacité de relever des défis. On va parler dans un instant de 4 initiatives. Mais avant cela, je voulais laisser la parole à Pascal Cagny de Business France. Où vous cachez-vous? Attractif au monde. En voilà une bonne nouvelle, non? Absolument. Bonsoir Sophie. Non, on est attractif et moi j'ai la crème et donc j'ai essayé de parler avec J'ai quelques minutes pour vous dire 2-3 choses importantes. C'est que vous ne pouvez pas acheter Business France, qui, je vous rappelle, est une agence nationale qui aide plus de 12 000 PME-PMI à exporter et reçoit aussi près de 1300 dossiers d'investissement sur le territoire national qui sauvent ou créent 30 000 jobs. Je ne peux pas vous parler de l'attractivité de la France et surtout combien la France représente une solution pour tous les investisseurs et les talents étrangers. Et pour cela, j'aimerais vous parler du carré d'attractivité. C'est ce que font en gros chez Business France 120 personnes dans 60 pays et qui tous les jours essaient de répéter, de trouver ces investisseurs qui sont prêts à investir sur le territoire. Alors le premier carré du carré est très important. C'est l'inverse de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est d'avoir une France qui soit ouverte et reconnue en tant que telle. Ouverte, ça veut dire quoi? C'est essentiellement être fier d'avoir 28 000 entreprises étrangères sur le territoire national qui représentent 2 millions d'emplois, qui représentent 25% de l'effort de recherche et développement du territoire national et près d'un tiers des exportations. Ouverte, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a 314 000 étudiants étrangers sur le territoire national, et c'est d'avoir la promesse d'Édouard Philippe de monter à plus de 500 000. Ouverte, c'est aussi offrir le French Tech Visa, le French Tech Passport, c'est-à-dire faire en sorte que si demain vous souhaitiez, vous, non national ou étranger, venir ici, eh bien nous allions vous offrir un passeport, un French Tech Visa, et tout cela en quelques jours pour vous et votre famille, parce que vous avez créé une entreprise, donc des emplois. Et ouverte, enfin, c'est clairement la volonté de pouvoir accueillir ce qu'on a fait au moment de la sortie des États-Unis du COP 21, c'est ouvrir les chercheurs qui travaillent sur l'économie décarbonisée. Donc, premier thème, ou premier carré de ce carré magique de l'attractivité, c'est l'ouverture. Deuxième ouverture que nos amis étrangers cherchent chez nous, c'est l'innovation. Il faut que vous sachiez que la France est le 4e pays en termes de dépôt de brevets. La France est forte de 1 million d'ingénieurs qui eux-mêmes sont autant que sur l'Allemagne, qui pourtant a un produit intérieur brut de plus de 25%. C'est aussi la France de l'innovation, c'est aussi quelque chose de très important. Vous et moi, toute la collectivité, décide chaque année de mettre entre 5 et 6 milliards sur ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche. Et la raison pour laquelle l'année dernière, vous aviez plus de dossiers ou d'investissements en recherche et développement sur le territoire national, plus que l'Allemagne et l'Angleterre cumulées, c'est-à-dire 188 implantations de centres de recherche et développement, c'était parce qu'ils ont conscience d'avoir ce qu'on appelle le CIR, le crédit d'impôt recherche. Et ce positionnement-là, ce deuxième carré de l'innovation, il doit être au cœur de ce qu'on veut faire maintenant. Et le troisième carré, c'est ce que Fred tu racontais un petit peu plus tôt,
c'est le fait qu'enfin ce pays a embrassé la révolution numérique. Et surtout, il y a une vraie redécouverte de l'entrepreneuriat. Il faut être fier du fait qu'il y a encore 10 ans, moins de nos 18-25 ans étaient prêts à être entrepreneurs, et aujourd'hui, près de 60% veulent faire cela. Le grand souci des caisses d'épargne, des Orange, France Télévisions peut-être, je peux être et autres, c'est de recruter ces jeunes qui veulent tous être entrepreneurs et ne conçoivent plus de rentrer dans les grands groupes. Donc je pense que cette redécouverte de l'entrepreneuriat et ce grand courant sur le digital va nous permettre de créer des unicorns dont on crée. Et là, je ne pourrais pas ce soir ne pas vous parler d'enthousiasme qui est bien, moi qui viens d'un de ces affreux GAFA et qui pendant 20-30 ans a été dans la Silicon Valley, pour vous dire que ce qui se passe en France est absolument unique. 10 000 startups créées, enfin on a mis du capital sur ces entreprises, on a créé les Next 40, K40, Next 40, on commence à iconiser les gens qui réussissent. Rappelez-vous cette doctrine qui est assez simple, quand on réussit, on est suspect, quand on échoue, on est condamné. C'était un petit peu simple, simplet, mais c'était tellement vrai. Et ça, je pense que c'est ce qui va nous permettre de reprendre de l'avant et créer une décennie que j'ai vu créer en Angleterre qui est exceptionnelle. Donc, une France ouverte, une France qui soit innovante, une France qui embrasse la révolution numérique. Et le dernier point, et on tombe un point aujourd'hui 16 octobre, c'est aussi une France qui va complètement à la faveur du pacte productif, qui est évidemment un beau concept, mais reconquérir son industrie. L'industrie, c'est important parce que c'est 268 000 entreprises, plus de 1 000 milliards de chiffre d'affaires, et surtout des emplois. Nous sommes arrivés à moins de 10% de notre produit intérieur brut sur l'industrie, alors que les Allemands sont à 23%. Or, tout ce que nous devons faire, et c'est le thème, Sophie, ce soir de ce débat, c'est de pouvoir réinventer une industrie qui soit décarbonisée, et ça, c'est là où on doit se précipiter. J'ai un auteur préféré qui s'appelle Gabel, c'est par l'hyperindustrialisation, et il explique que tout ce qui nous entoure demain devra être revu et corrigé. Et je crois que si on embrasse cette révolution-là, vraiment, j'ai plus de doigts, si on embrasse cette révolution-là, on a l'opportunité de faire de ce carré magique un hexagone de talent et de faire en sorte qu'on continue à parler de la France des solutions. Passez une belle soirée et je n'ai hâte que de vous écouter. Merci. Merci. De nous parler de leurs actions de terrain. Alors écoutons-les, ils ont 6 minutes chacun pour nous convaincre. À toi, Joël. Bonsoir à toutes et à tous. Joël Tronchon, moi je suis directeur du développement durable du groupe SEB. Alors j'ai démarré ma carrière absolument pas dans le développement durable, ça n'existait pas à l'époque. J'ai démarré ma carrière dans l'associatif et dans le social, dans la lutte contre l'exclusion. Et ça va forger une conviction, c'est qu'il y a un lien, on verra tout à l'heure à la fin de ma présentation, il y a un lien fort entre le social, les questions d'emploi et les questions environnementales. Et on peut réconcilier ces deux-là. Alors, le groupe SEB. Le groupe SEB vend 12 produits par seconde dans le monde. Donc, vous en avez sûrement dans vos cuisines, vous n'y échappez pas, ou dans vos salles de bain, ou dans vos maisons. 12 produits par seconde dans le monde, vous me voyez venir, ça veut dire des responsabilités fortes en matière environnementale. Ça veut dire potentiellement de la matière première mobilisée, de l'énergie mobilisée, des déchets potentiels et tous ces produits qui sont dans tous les foyers du monde. Ça nous a très vite et très tôt amené à une réflexion autour de l'économie circulaire. Donc ce dont je vais vous parler, c'est des exemples très concrets de ce qu'on fait en économie circulaire. Et vous verrez qu'il y a des impacts emploi aussi significatifs et potentiels. Alors pour qu'il y ait des solutions, il faut qu'il y ait un problème. Donc le problème c'était quoi? Il y en a beaucoup. C'est que dans les années 2000, au tout début des années 2000, rappelez-vous, il y a eu quelque chose dans le monde merveilleux du petit électroménager, c'est qu'il est arrivé une vague de produits 2 fois moins chers que les produits qu'on fabriquait, et qui venaient de pays où on fabriquait à bas coût, dans des conditions d'ailleurs sociales et environnementales discutables, voire mauvaises, voire non éthiques, et sauf que ces produits étaient tellement plus chers que les gens les achetaient, et en plus ces produits ils avaient un autre problème, c'est qu'ils étaient de mauvaise qualité, ils tombaient en panne très rapidement. Et puis comme ils étaient pas chers, on les remplaçait, on ne se posait pas trop les questions de ce qu'ils devenaient, mais on sait ce qu'ils devenaient. On l'avait vu, que les médias l'ont relayé, des énormes décharges de produits et de déchets électriques et électroniques, dans lesquels tout le monde va grappiller, avec les problèmes environnementaux et de santé que ça pose. Donc, ce monde-là, nous on s'est dit, on ne peut pas lutter sur les prix, il faut trouver une solution par le haut,
industrie française. Et on s'est dit, il faut qu'on prenne le pari inverse, parce que les modes de consommation vont changer un jour. On a anticipé ça il y a une vingtaine d'années. On s'est dit, les gens aspireront un jour à des produits de qualité, durables, réparables, non jetables et recyclables. C'est ça dont on parle. Donc, les solutions qu'on a trouvées, alors ça a l'air d'être très simple, c'était pas si simple que ça, parce qu'il y a une quinzaine d'années, on a commencé à revoir un peu toute la manière dont on concevait nos produits, qu'ils soient éco-conçus. Comment on fait un produit qui soit réparable? C'est tout simple, c'est pas si simple. Il faut déjà que votre aspirateur, votre machine à café, votre robot viseur, on puisse séparer les éléments. On puisse séparer ces éléments, on puisse les démonter, et c'est pas évident dans tous les produits, et par exemple, il faut les visser plutôt que de les coller. Il faut faire des choix de matériaux plus qualitatifs, plus chers, pour qu'ils soient recyclables. Ce sont des choses comme ça, auxquelles nos ingénieurs ont pensé. C'était un pari audacieux, parce qu'on était les premiers à croire à ça il y a une vingtaine d'années. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas fini. Après, il faut que les pièces détachées, elles soient disponibles pour que vous, nous, consommateurs, on ait envie de réparer, qu'on puisse réparer facilement. Donc là, on stocke 6 millions de pièces détachées dans nos entrepôts, qui sont disponibles et qu'on peut vous envoyer à notre réseau de 6200 réparateurs dans le monde en 24 heures. Parce que sinon, si vous attendez 3 semaines avant de réparer votre machine à café, vous allez dire ils sont gentils chez Seb, mais on va aller en acheter une autre, beaucoup moins chère, et ça ira très bien. Donc, des pièces détachées disponibles, et surtout, ça c'est le plus important, des pièces détachées qui soient le moins chères possible. En gros, on a baissé il y a 7 ans de 30% le prix de nos pièces détachées pour ne pas faire de marge sur nos pièces détachées. Parce que sinon, si vous avez une pièce de la main-d'œuvre qui coûte 80% du prix du produit neuf, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter un produit neuf. Donc, environnementalement parlant, vous aurez tout perdu, parce que vous n'allez pas réparer, et les produits vont se transformer en déchets. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comme impact? On a 93% de nos produits dans le monde qui ont ce logo. Le Premier ministre, d'ailleurs, a brandi pour la feuille de route d'économie circulaire, qui est un logo tout simple, 10 ans réparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète un produit, aujourd'hui, qui a ce logo, même si on arrête demain en fabrication, vous trouverez des pièces détachées au minimum, pendant 10 ans. Et c'est ça la vraie réparabilité. C'est pas juste, on vous fait croire que... et aujourd'hui, ça fonctionne puisqu'on a, en Europe, depuis les 5 dernières années, on a vu augmenter les taux de réparation effectifs de nos produits de 39%. Donc ça fonctionne, parce qu'on a cassé aussi dans la tête des consommateurs l'idée que le petit électroménager n'était pas réparable. En fait, c'était ça qu'il fallait casser. Oui, c'est réparable, oui, c'est recyclable, et on se va même plus loin en termes d'engagement, puisqu'on incorpore de plus en plus de matières premières recyclées, comme le plastique, mais aussi des métaux, dans nos nouveaux produits. On s'engage à doubler ce taux-là d'ici 4 ans. Et pour terminer là-dessus, je pense vous montrer aussi qu'on peut réconcilier l'économique, le social et l'environnemental. On s'apprête, début 2020, on est très fiers, avec un partenaire formidable qui s'appelle le groupe d'insertion ARES, qui est très connu sur Paris, et le soutien de la mairie de Paris. On s'apprête à ouvrir un centre d'économie circulaire et de réparation, où les Parisiens pourront aller louer ou acheter des produits reconditionnés par des personnes en parcours d'insertion professionnelle dans Paris intramuros. Voilà le petit scoop. Pour terminer là-dessus, j'espère que je vous ai convaincu qu'on pouvait quand même produire, même si on est un grand groupe, de manière socialement responsable et surtout avec un impact, le souci de l'impact environnemental. De toute façon, pour se dire les choses, les jeunes qui vont vouloir venir travailler dans une entreprise demain, ils ne viendront que si et seulement si on peut leur démontrer réellement qu'on a une conscience de l'environnement et une conscience sociale, parce que sinon, ils iront bien ailleurs. En tout cas, on espère qu'ils viendront chez nous. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai la lourde tâche de parler de la France, c'est la mer. Donc pour cela, j'ai prévu de vous emmener en voyage. En voyage à près de 500 km d'ici, c'est-à-dire à Pleutan dans les Côtes-d'Armor. Et donc un voyage qui n'est pas si loin finalement, puisque 500 km c'est relativement proche. Et donc c'est un voyage qui est presque vert, on pourrait considérer, puisqu'il est écologique. Mais il est aussi rouge, il est aussi brun, parfois il est bleu, puisqu'en fait il est de la même couleur que les algues qui peuplent la région Bretagne. Alors, en général, quand on associe ces deux mots, que ce soit algues et Bretagne, tout de suite on pense aux algues vertes, on pense aux échouages qui ont lieu sur le littoral et qui créent des nuisances pour l'environnement, mais aussi pour la santé humaine. Là, l'objectif, en fait, c'est pas de vous parler de ces nuisances, mais c'est plutôt de parler de solutions, comme on est à la France des solutions.
et de vous présenter un petit peu l'intérêt nutritionnel des algues. Donc moi je suis biologiste marine de formation, et je me souviens en fait toute jeune, ma maman qui me disait, quand je me promenais sur la plage, sur la laisse de mer, qui est un écosystème à part entière à lui tout seul, avec notamment des algues qui étaient présentes dans ces laisses de mer. Elle me disait, mais fais attention à ne pas marcher sur les algues. Elle n'est pas biologiste, elle est infirmière, mais néanmoins, elle me disait, fais attention, tu marches sur une source potentielle inespérée. Ces algues peuvent être importantes pour nous. Donc finalement, fort de ce constat, on se dit, pourquoi la Bretagne, pourquoi les algues? Aujourd'hui, en Bretagne, il y a près de 800 espèces d'algues. C'est considéré comme un hotspot, comme un point chaud de biodiversité. Alors, je vous l'ai dit, on est sur un panel de couleurs, et finalement, lorsqu'on sait ça, on se pose la question, mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? À l'époque, au XVIe siècle, on utilisait les algues comme dans l'épandage pour limiter l'acidité des sols. On les a utilisées aussi comme cendres, pour limiter, en fait, pour promouvoir, l'industrie du verre. Et aujourd'hui, dans l'alimentation humaine, dans l'alimentation animale, on ne l'utilise pas plus que ça. En tout cas, vous aujourd'hui, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous y voyez un intérêt nutritionnel? Est-ce que vous y voyez un intérêt médical? J'en suis pas sûre. Si on fait un sondage aujourd'hui, je ne sais pas si 100% ou 80% de la population ici dans l'hémicycle me répondrait oui. Donc c'est ce que j'ai envie de vous présenter au travers d'un certain nombre de réalisations qu'a effectué le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues, dont je suis la directrice générale aujourd'hui, qui est un centre technique donc, industriel et agro-industriel. C'est un centre de recherche appliquée, qui a pour but de lever en fait des innovations, d'assurer des leviers d'innovation, comme je viens de le dire, avec la recherche partenariale, la recherche institutionnelle, mais aussi de promouvoir le transfert technologique auprès des industriels. Donc l'intérêt ici, c'est de vous montrer au travers de 3 réalisations les intérêts nutritionnels, de manière plus large, les intérêts globaux que peuvent apporter les algues. Donc le premier exemple que je pourrais vous donner, ce sont des billes d'alginate dont on se sert, à base de laminaires, ce sont ces grandes algues qu'on retrouve au fond des mers. C'est des algues brunes. Et en fait, ces petites billes d'alginate ont été créées par le CEVA en collaboration avec Globe Export, qui est aujourd'hui une entreprise, une start-up, qui a été rachetée par un très grand groupe, le Pathé ENAF. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, le Pathé. Et donc, cette entreprise, aujourd'hui, cette grande entreprise, a décidé de se lancer dans la diversification et d'associer finalement les algues dans ce pâté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces algues, ces petites billes qui ont été utilisées, renfermaient un certain nombre de sauces, de l'eau de mer, etc. On pouvait alimenter dans les huîtres, dans d'autres choses, donc des perles de saveur, qui ont permis d'une certaine manière de démocratiser en fait l'algue au niveau du grand public. Donc ça, c'était un certain nombre d'années, c'est dans les années 2000. Un autre exemple qu'on pourrait donner aussi en santé animale, et là, en santé humaine, pardon, et là ça va beaucoup plus loin, c'est de se dire un projet qu'on a développé avec l'ENA Natural, qui est un grand groupe à l'échelle internationale, c'est de se dire finalement comment on peut utiliser les algues comme intérêt nutritionnel. L'alimentation, on le sait, est une composante essentielle dans le cadre de la prévention des maladies chroniques, notamment dégénératives. On sait que si on mange mieux, on vieillit mieux. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons développé avec eux des polyphénols qui ont des capacités en fait antioxydantes. Et sur ces activités biologiques, on a montré qu'on avait des effets anti-inflammatoires et des effets sur une maladie des artères, qui est l'artérosclérose. L'artérosclérose, c'est une accumulation de graisse dans les artères. Donc ces algues, en fait, ces développements ont permis de montrer que ces algues avaient un intérêt anti-inflammatoire, antioxydant, comme je viens de le souligner, anticancéreux, antifongique et aussi antibiotique. Récemment, sur un projet en alimentation animale, sur des bars et des saumons, on a montré qu'on avait des effets non négligeables sur la flore intestinale et sur la modulation en fait, de cette flore sans en altérer la diversité. Donc on voit à travers ces exemples toute la diversité en fait, de l'intérêt nutritionnel des algues. Et encore une fois, mon objectif aussi aujourd'hui, c'est de vous montrer
qu'il faut consommer, qu'il faut en parler, qu'il faut communiquer autour de ces solutions, et que ces solutions, elles passent aussi par le consommateur, elles passent par vous. Donc j'espère que demain, quand vous baladerez en bord de mer avec vos enfants, avec vos parents, avec quiconque, avec votre chien, vous direz, oui effectivement, je me souviens de cette intervention au palais d'Éna, et donc j'espère que vous pourrez transmettre ces informations-là à tous. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, je suis là pour vous présenter l'école de la transition écologique, ETRE. Alors, je vais commencer par une confidence. J'ai complètement changé la présentation qui était prévue, que j'avais préparée avec Anaïs, parce que je suis très stressé. Il faut vous imaginer là, que le nombre de personnes qui sont ici, dans cette salle, c'est à peu près 2 fois plus que le nombre d'habitants qu'il y a dans mon village. C'est comme s'ils étaient tous venus ce soir pour me regarder parler. Mon village, c'est Poucharane. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Poucharane, pas encore, c'est un village qui est basé à 40 km au sud-ouest de Toulouse et qui est, pour certains, dont moi, le plus beau village du monde. Je vous encourage à venir le visiter. Je suis Frédéric Matisse et j'ai 38 ans et je suis directeur de l'association 3PA. 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. C'est une association qui s'est créée en 2004 et qui est donc, dont l'objectif c'est l'accélération de la transition écologique sur plein de sujets différents. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de formation et d'emploi dans la transition écologique. Alors, pour commencer, je vais vous parler de Tessa. Alors, Tessa, c'est une jeune qui est rentrée il y a 3 ans dans notre école de la transition écologique, qui avait 16 ans, qui était déscolarisée, qui se posait plein de questions sur son parcours, sur ce qu'elle pouvait faire, qui était accro au shit. Elle est rentrée dans notre école, et aujourd'hui, donc 3 ans après, Tessa a passé un CAP de menuiserie chez nous, et aujourd'hui elle est menuisière dans une entreprise. À cette époque-là, il y a 3 ans, elle ne se posait pas la question de la fin du monde, de la transition écologique, etc. La question, sa question principale, ou ses questions principales, c'était les questions de fin du mois. Alors, fin du mois, on en parle beaucoup en ce moment, mais il y a la fin du mois qui est la fin du mois, le 31 ou le 30 de la fin du mois. Il y a aussi la fin du mois personnel. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel est mon projet de vie? Et des jeunes comme Tessa, il y en a énormément en France. Est-ce que vous savez que chaque année en France, il y a 90 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Et au bout de 3 ans, ces jeunes-là, pour 70% d'entre eux, n'ont pas encore d'emploi. En face de ça, les institutions comme l'ADEME prévoient qu'il y ait plusieurs centaines de milliers d'emplois qui vont être créés dans les 30 ans à venir sur ces thématiques-là de la transition écologique. Les énergies renouvelables, l'habitat durable, la rénovation énergétique, l'agriculture bio, etc., etc. Et donc, c'est le projet de l'école de la transition écologique. Alors pourquoi une école? Le Tessa, toujours, était très inspirante dans notre parcours. En 2017, elle est venue me voir. Il m'a dit, mais Fred, en fait, ce que vous avez inventé là, c'est une école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et c'était exactement ça le projet. Et aujourd'hui, l'école de la transition écologique, ETRE, c'est 7 dispositifs différents qui vont de 10 jours à 2 ans, donc de la découverte, la remobilisation jusqu'à la formation diplômante. J'ai parlé d'un CAP menuiserie, des choses sur la cuisine, sur l'agriculture, etc., les énergies. C'est 160 jeunes qui sont formés chez nous par an. C'est 76% de jeunes qui retrouvent une formation ou un emploi à la suite de leur parcours dans notre école. C'est 56 entreprises partenaires, des entreprises artisanales, des entreprises publiques, des plus grands groupes, qui viennent accompagner les jeunes sur leur parcours. Et c'est 70 prescripteurs. Et je passe aussi sur les 60 bénévoles, etc. Beaucoup de monde autour de nous qui nous accompagnent dans cette aventure. Aujourd'hui, on s'est posé un nouveau défi, puisque preuve a été faite que ce système fonctionnait, c'est de développer
ces écoles de la transition écologique un peu partout en France, pour être plus proche du territoire et pour répondre aussi aux enjeux et aux besoins des territoires et des entreprises locales. Et donc on a développé un système sous format d'une franchise sociale, un terme un peu barbare, voilà. On va s'appuyer en fait sur des organisations, des associations, des organismes de formation pour les accompagner sur la mise en place d'écoles de la transition écologique un peu partout en France. Aujourd'hui, il y en a 3, en plus que la nôtre, qui sont à Montpellier, Perpignan et Paris. Et avec le soutien aujourd'hui, puisqu'on est assez fiers, puisque cette année on a été lauréat de la France s'engage, donc on est accompagné sur cet SMH, puisque l'objectif c'est que d'ici 5 ans, on ait au moins une école dans chaque région de France. Donc, je parlais de l'école de la transition écologique, le nom qu'on donne c'est être. Parce qu'on pense que être c'est plus important qu'avoir, parce qu'on pense aussi qu'on peut réconcilier la fin du monde et la fin du mois, parce qu'on a besoin que être devienne et se développe, on a besoin de vous pour relayer, ça a déjà été fait, merci, sur certaines radios. Et donc on a besoin de vous pour relayer l'info, faire connaître le projet et nous aider à nous développer. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Corinne Lezzoni, je suis architecte et urbaniste et je travaille outre les projets d'architecture sur les grands projets publics. Je travaille en ce moment sur un sujet qui me tient à cœur, c'est comment économiser notre territoire, comment économiser nos terres. Le territoire n'est pas extensible, on consomme tous les 7 ans environ un département français et qu'on ne va pas pouvoir aller au-delà d'un certain nombre d'années. Et je me suis demandé de quelle manière on pouvait essayer de manière astucieuse, quand on construit, quand on a des réalisations à construire, et puis aussi que faire du patrimoine que nous avons et comment astucieusement l'exploiter. Alors à travers 2 projets que je vous proposerai ce soir, je peux vous proposer un projet d'architecture pure, où là c'est un lycée, je pense qu'il y a quelques images qui vont défiler, un lycée où la question qui se pose c'est de dire on vous donne un terrain et comment essayer de ne pas consommer la totalité du terrain. D'une manière simple, on propose d'en consommer que la moitié, de laisser pour l'avenir la suite. Lorsqu'on est dans une ville, de façon assez évidente, proposant d'utiliser les toits plutôt que les sols. Chaque toit, là en l'occurrence il y a une série de pentes, il y a quelques images qui défilent, chaque toit sert d'usage à une autre activité, jusqu'à avoir un gymnase dont le toit sert de place de village. Au lieu de s'étendre au sol et de minéraliser les sols, eh bien ce qui est déjà minéralisé peut servir d'usage à une autre activité, les cours de récréation, les jardins, etc. Alors tout cela, c'est pour dire que peut-être aussi on peut aller encore plus loin et se dire qu'il y a des possibilités d'éviter de consommer en utilisant les friches que nous avons déjà. Alors les friches, on en a Paris par exemple, il y a le sujet de réinventer Paris, comment on fait des entre-deux, mais aussi comment on peut imaginer faire avec un exemple, nos zones industrielles et nos zones commerciales. Le XXe siècle a libéré une série de friches, qui sont les friches industrielles, et je pense vraiment que le XXIe siècle va nous laisser en témoignage des friches commerciales. Le commerce est en train de changer, et le e-commerce se développe, on ne va plus consommer de la même manière, et on voit bien ces grandes surfaces qui, à l'heure actuelle, sont en train de se poser la question. On voit bien des corners qui s'installent dans les villes et toutes ces grandes surfaces qui se posent la question du devenir de leurs grands équipements. Certains ferment, et que va-t-on faire de ces équipements, de ces grandes surfaces qui vont rester des friches? Et je pense que là, c'est un vrai sujet. Plutôt que d'aller consommer à côté, elles se trouvent dans des nœuds autoroutiers très bien desservis, elles se trouvent dans des zones déjà viabilisées, tout proche des lotissements, et on sait bien que lorsqu'on fait des sondages, que 80% de la population française souhaite vivre à la campagne. Et cette question des pavillonnaires qui s'étendent à l'infini va poser problème. Ces zones commerciales souvent se trouvent aux portes de ces pavillonnaires, de ces zones pavillonnaires, et que peut-être, eh bien, si les gens n'ont pas à se déplacer trop loin, et si ces zones commerciales, on peut en faire quelque chose. Bon, vous avez quelques images qui vont défiler, où
Par exemple, si on récupère ces grandes surfaces, on enlève les parkings, on met les parkings sur les toits, à la place des parkings, on fait revenir la nature. Très souvent, vous remarquerez qu'elle se trouve aux portes d'ailleurs de la nature déjà. On peut imaginer qu'au-dessus, on puisse mettre des bureaux. Au-dessus encore, on puisse mettre des logements. Et que tout ceci est accessible à proximité de grands lotissements. De cette façon-là, les gens n'auront pas à se déplacer, à faire des déplacements. Désolée pour pas placard, mais qui n'auront pas besoin d'aller très loin pour consommer et pour aussi travailler. Et de ce fait, c'est aussi une manière de se dire comment on peut rendre, c'est peut-être utopique, mais le pays inconstructible. Faire en sorte qu'on fasse avec ce qui est déjà là, ce que nous avons sur place, et faire preuve d'intelligence de situation pour révéler tout l'espace naturel qui est d'une grande qualité dans notre pays. C'est en France que ces zones pavillonnaires et ces zones périphériques sont les plus nombreuses. On est le seul pays où on a consommé autant de territoires. Parce qu'il y a certains pays qui, à l'inverse, disent par essence, notre territoire est inconstructible et il va falloir prouver que lorsqu'on a une zone constructible, il va falloir la défendre. En France, c'est absolument l'inverse. Tout est constructible et on a rendu des zones boisées classées, des zones patrimoniales, mais tout le reste est accessible très facilement. Et c'est pour ça qu'on s'est développé et étalé en périphérie des villes. C'est pour ça aussi qu'on a une frange qu'on a appelée ces dernières années la France moche, parce que nos entrées de ville ont été vraiment extrêmement dégradées. Donc je pense qu'il y a peut-être une manière assez simple de révéler des paysages qui sont de grande qualité en étant à leur disposition plutôt que de venir les abîmer. Donc finalement faire avec ce qu'on a déjà, d'une certaine manière dire qu'il ne s'agit pas de réinventer le monde, mais de faire avec ce que le monde nous offre déjà. Merci pour votre attention. D'applaudir, pardon, je vous demande d'applaudir une nouvelle fois nos 4 enfants. Mais c'est très impressionnant en fait d'être ici dans l'hémicycle, de parler de choses qui nous tiennent comme ça particulièrement à cœur, qui des fois sont vraiment les projets d'une vie. Donc bravo à tous. Voilà, c'est ça aussi pour nous la France des solutions et surtout pour Reporters d'Espoir. L'idée c'est de mettre en valeur comme ça des initiatives qui demain pourront être relayées dans les médias, vont être accompagnées par des financeurs, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de belles choses, vous l'avez vu, et je suis sûre que tout ça vous donnera matière à réfléchir. Encore merci et bravo à eux. Je voudrais maintenant qu'on invite notre invité d'honneur sur la scène, M. Lambert Wilson. Mais vous nous avez dit, je voudrais inviter quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur. J'aime le parcours, il s'agit de Serge. Serge Plane, il est ici. Il m'en veut énormément d'ailleurs. Ah ouais, il est vérifié, il est là. Il est furieux en ce moment. Mais non, allez. Avec quelque chose derrière nous. Merci Serge d'être avec nous. Tenez, je vous donne ce micro. Serge Plane. Je vois pas pourquoi je parle dedans. Asseyez-vous. Merci beaucoup en tout cas d'être venus tous les deux ici pour être un petit peu nos grands témoins de cette France des solutions. Alors je crois que votre rencontre elle est assez belle, elle est assez touchante et puis finalement elle résume assez bien vos engagements à tous les deux. Vous êtes rencontrés sur un bateau de Greenpeace et puis un jour il y a un beau projet documentaire qui est né. J'aimerais que vous me parliez de cette rencontre, Lambert, et puis peut-être après d'un film qui sort, qui devrait sortir, vous allez me dire, qui s'appelle Au-delà des récifs coralliens polynésiens, la vie. Parlez-moi de cette rencontre, Lambert. Alors il se trouve qu'en 2018, Serge a été invité par l'association Greenpeace qui avait mis au point une campagne avec l'Agence du Brésil et l'Agence française pour lutter contre un projet, en tout cas pour avertir l'opinion publique sur un projet de forage dans la baie de l'embouchure de l'Amazone, au large du Nord-Brésil et de la Guyane. Il se trouvait que des scientifiques brésiliens, 2 ans
auparavant, avait découvert l'existence de récifs coralliens dans la baie de l'Amazone, ce qui était totalement inattendu. Et à ce titre, ces scientifiques considéraient que la région devait être protégée. Or, il se trouvait que Total avait acheté ce qu'on appelle des blocs au gouvernement. Et au Brésil, il s'agissait d'un groupe formé de Petrobras, BP et Total. Et donc Greenpeace est allé vérifier la preuve de l'existence de ce massif corallien, et c'est pour ça que Serge avait été invité sur le bateau pour analyser les échantillons. Et moi, j'étais là pour filmer les populations qui étaient peut-être impactées, qui allaient être impactées par ces forages pétroliers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'au large de la Guyane, il y a des mangroves, il y a des pêcheurs, ce sont des écosystèmes extrêmement fragiles. Donc moi j'ai fait ce travail-là, et Greenpeace a relayé les images que j'avais tournées, et j'ai rencontré des populations, et j'ai surtout rencontré Serge. Alors, j'ai toujours été fasciné par la science. Moi, mon héros dans mon enfance, c'est le professeur Tournesol, forcément. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui combinait tout à la fois, c'est-à-dire qu'il était en même temps Tintin, le professeur Tournesol, un peu le capitaine Haddock. C'est-à-dire que c'est un grand chercheur, Serge, qui est spécialiste dans des récifs coralliens et des poissons, mais qui est aussi un aventurier et puis qui est aussi un homme très sympathique. Et donc, on a commencé cette conversation. Et il se trouve que Serge m'a dit, bon voilà, si tu veux vraiment voir ce que c'est qu'un récif corallien, même en danger, mais en tout cas dans toute sa beauté extrême, viens avec moi, retrouve-moi en Polynésie française. Et ce que j'ai fait, et on a fait un documentaire sur les récifs coralliens et l'état des récifs coralliens. Bon, c'est encore en montage. Alors justement, est-ce que vous connaissiez le théâtre, le cinéma, le metteur en scène, le chanteur qu'on connaît tous, est-ce que vous connaissiez l'homme engagé lorsque vous avez rencontré Lambert? Pas du tout, parce que la première raison, c'est que je ne savais pas qu'il serait sur cette émission, donc c'était pas du tout dans cette dynamique. Moi, Greenpeace m'avait proposé de venir pour apporter l'expertise scientifique. En fait, c'était pour que je caractérise cet écosystème, et au bout de 2 images que j'ai vues, je leur ai dit, c'est pas du récif corallien, moi ma spécialité c'est récif corallien, je suis pas sûr que je sois bien à ma place ici. Voilà, ça c'était à peu près 2 images après. Par contre, c'était un récif qui était, c'est un récif profond, c'est un récif qui est très original, on y est retourné d'ailleurs de nouveau cette année, et il y avait vraiment une curiosité scientifique, et donc c'est dans cette dynamique-là que je me suis retrouvé, je dirais, dans cette histoire. Et effectivement, il y avait toujours cette idée que ce qui était mentionné à travers le récif de l'Amazone, c'était finalement, systématiquement, il y avait sous-jacent un récif corallien. Et Lambert, dans plusieurs discussions, parce que moi on s'est retrouvé, je dirais, pendant une semaine à se fréquenter plus régulièrement, et de temps en temps, il faisait ce lapsus toujours de mentionner corallien. Et au bout d'un moment, je dis, écoute, j'en ai marre, tu me dises récif corallien, je dis, je t'amène en Polynésie dans les 2 ou 3 mois quand tu as un peu de temps, et je te montrerai ce que c'est qu'un récif corallien, tu verras que c'est très différent de ce que l'on observe au débouché de l'Amazone, même si ce qui est observé au débouché de l'Amazone et sur la zone guyanaise est très intéressant par ailleurs. Et donc voilà comment s'est fait un peu l'aventure. Alors, moi j'aime toujours savoir d'où viennent les déclics dans les engagements. On comprend, hein, vous Serge, peut-être la plongée qui vous amène à cette découverte des milieux marins, peut-être qui a poussé à votre engagement. Vous allez me le dire, je donne la parole à Lambert avant, et vous me répondez, hein, Serge, à cette question juste après. Vous, Lambert, c'est quelque chose qui vient de l'enfance, c'est quelque chose qui vient des tripes, c'est quelque chose qui vient sur le tard. Comment ça s'est passé pour vous? J'ai eu la chance d'avoir été élevé à la campagne, alors ça c'était un vrai privilège, parce que en fait la nature, pour moi c'était mon corps, c'est-à-dire que je ne me séparais pas de la nature, et je l'observais comme je m'observais moi-même, c'est-à-dire que j'ai pu en tant qu'enfant et adolescent observer des changements dans la nature dans laquelle je me trouvais, aussi bien dans le sud de la France, des constructions par exemple. Je ne sais pas quoi c'est ce que vous pouvez dire, madame, oui, qui était l'architecte, sur effectivement la destruction de l'environnement au niveau des constructions.
il se trouve simplement que je passe une grande partie de ma jeunesse en région parisienne, dans la vallée chevreuse, et que les petits écosystèmes qu'on va considérer comme banals, hein, ceux de la forêt, de Rambouillet, avec des rivières, avec des landes, des bruyères, des forêts de l'eau, etc. En fait, j'ai observé qu'en quelques années, ces écosystèmes étaient complètement maltraités et voire détruits, que des centres commerciaux s'installaient dans la périphérie de Rambouillet, justement, que là où il y avait des champs ou des forêts, il y avait du béton et puis du goudron et ensuite des hangars. Ensuite, j'ai vécu de plein fouet, curieusement à un âge assez précoce, le premier choc pétrolier des années 70, qui m'a fait réfléchir à un âge assez précoce à la notion de cette dépendance que la société mondiale semblait avoir dans les énergies fossiles et dans les grands groupes pétroliers. Et donc j'ai rêvé très jeune d'autarcie. J'ai vraiment fantasmé sur la notion de ne dépendre d'aucun groupe, de ne dépendre que de moi-même et du travail de mes mains pour survivre. Et puis après, bon, les années sont passées, je n'ai pas réalisé ce rêve-là, et simplement, ayant appris à observer la nature, j'ai observé aussi bien la nature avec un grand N que la nature humaine. J'ai fait des rencontres dans ma vie qui m'ont fait ouvrir les yeux. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Pierre qui m'a donné une leçon fondamentale qui était celle de, lui, c'était par rapport à la misère et au sans-abri, mais la misère en général, l'injustice sociale. Il m'a dit, voilà, la chose principale numéro 1, c'est ouvrir les yeux sur la justice. Déjà, une grande partie du chemin est accomplie. Ouvrir les yeux sur la nature, si on ouvre les yeux, si on observe vraiment bien, on se rend compte qu'il y a un dommage extrême. Il y a destruction. Donc, finalement, ça m'a conduit à me mettre en contact avec des associations. J'ai commencé avec quelques mois avec le WWF, et puis finalement, j'ai considéré que l'action de Greenpeace me paraissait intéressante, non violente, forte dans ses prises de position, efficace dans sa communication. Et voilà, ça fait 18 ans maintenant que je participe à cette opération avec eux. Et du coup, vous avez rencontré de belles personnes, comme Serge. Alors vous, Serge, vous avez allié passion pour la projet et recherche. Et puis tout ça, forcément, j'ai envie de dire, évidemment, s'ouvre sur la protection, la nécessité de protéger l'environnement. Oui, je serais peut-être moins lyrique que Lambert là-dessus, s'il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, beaucoup de gens de ma génération, finalement, ont découvert finalement le milieu marin au travers finalement de l'Odyssée du Comte Cousteau. Je veux dire, ça reste finalement une référence et ça reste celui qui, au travers du monde du silence, a fait découvrir ce monde. Parce qu'on a toujours cette, et lorsqu'on est curieux, on l'a particulièrement, on ne voit pas ce qu'il y a sous la surface de l'océan. Cette espèce de miroir qui représente la surface de l'océan est finalement une barrière. Et cette barrière entraîne derrière tout un imaginaire de tout ce qu'il peut avoir. Cet imaginaire d'ailleurs qui est souvent associé à des craintes. Comme je le disais tout à l'heure lors du groupe de travail, si vous mettez à bord d'un bateau au milieu de l'océan et qu'on vous dit allez-y, sautez, nagez, il n'y a aucun risque. Il y a finalement très peu de monde qui va sauter parce qu'il y a une inquiétude sur ce qu'il y a dessous, alors que finalement il n'y a que de l'eau dessous. Mais il y a aussi beaucoup d'écosystèmes. Là, je rentre de Guyane, on a découvert l'écosystème particulièrement nouveau dans son fonctionnement et dans ses assemblages, et on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de sources d'inspiration sous cette surface et que l'on a du mal vraiment à imaginer ce qu'il peut y avoir. Donc moi je pense que c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus, c'est cette diversité de formes, c'est cette biodiversité, c'est comme ça qu'on l'appelle exactement, et finalement les questions que l'on pouvait avoir, et puis automatiquement cet aspect qui est effectivement associé le contexte rigoureux de la recherche, et puis le contexte un peu exploration, parce que on est un peu dans le même contexte de quelqu'un qui découvre à des moments des images ou des systèmes qui n'ont jamais été vus jusqu'à présent, ou très peu. Et la nécessité pour vous de vous engager. Lambert, vous avez dit dans une interview, j'ai un respect absolu pour ceux qui se battent pour survivre, mais on est tous dans le même bateau, et il se trouve qu'il prend l'eau. S'associer, soutenir des gens pour des actions concrètes, s'engager sans opportunisme, pour vous c'est quelque chose qui est devenu vital? Oui, alors c'est un petit peu paradoxal
que vous m'ayez donné cette carte blanche et que vous m'ayez demandé d'être présent dans une soirée si positive et optimiste qui s'appelle la France des solutions. Oui, parce que je sais que vous avez bien je suis un grand pessimiste. Mais on a pris ça pour... je suis très flatté, c'est vraiment très paradoxal. Parce que je suis le plus pessimiste. Oui, parce qu'en général, on vient dire tout est foutu. Non, on dit c'était ma prochaine question. Non, peut-être comme les grands dépressifs qui étaient Cousteau, De Gaulle. Je parle que les gens que j'ai interprétés. Je viens de jouer De Gaulle, j'ai joué l'Abbé Pierre et j'ai joué Cousteau. J'ai que des grands dépressifs en fait. Alors au fond, ils sont pessimistes, au fond d'eux-mêmes, et ils le partagent avec très peu de monde. Et finalement, ils agissent énormément. Et Cousteau a agi, même s'il a eu des départs un petit peu compliqués. Mais dites-moi. Alors, en fait, moi, ce que je pense, oui, en fait, ce que je retiens de ce qu'on a entendu dans les projets qui ont été présentés ce soir, c'est que on a des idées, on a des propositions, et elles sont formidables, et je tiens à d'abord vous remercier de votre invitation, et puis aussi, je tiens à féliciter tous les gens qui ont parlé ce soir, mais j'ai eu l'impression que quand même, pendant trois des propositions, les deux premières et la dernière, on parle, plutôt les deux premières surtout, de la notion de consommation, même si on associe la notion d'environnement au projet, il y a quand même un projet qui est fondé sur la consommation. Celui, et je suis un fidèle de la maison Sèvres, moi-même ayant habité à côté de Selongé, je pense que voilà, c'est en fait, la question qui est posée à l'humanité maintenant, c'est celle de sortir de façon urgente d'un certain système qui nous mène à la catastrophe. Alors je ne veux pas aujourd'hui avoir un système de surconsommation, une dictature du marché, de toute façon, qui a un impact direct sur le réchauffement climatique, sur la nature, c'est-à-dire sur les espèces. 60% des espèces, des vertébrés, dans les dernières 40 années, ont disparu et ça laisse tout le monde indifférent. Donc, je voudrais donner ma médaille à Frédéric, parce que je trouve que l'éducation, je trouve que l'éducation, éduquer en ce moment, réveiller les consciences sur la transition écologique me paraît une chose absolument urgente à faire, car je crois qu'on est un peu aveugle. Alors on a des idées, mais on reste dans un système qui, si on ne le change pas assez vite, va aggraver la situation du réchauffement climatique. Alors, j'ai participé hier soir à une émission de télévision absolument formidable. Justement, je voulais qu'on réagisse à cette émission, ça je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Je voulais qu'on réagisse à cette émission à laquelle vous avez participé hier sur France 2 et avec Delphine Ernotte, nous en parlerons tout à l'heure, Delphine. Votre participation était bien évidemment très pertinente. Vous avez dit quelque chose, entre autres, qui m'a énormément touchée. Vous faisiez référence à cette jeunesse qui s'engage. Vous faisiez référence à Greta, bien évidemment, en disant que certains la stigmatisent. Vous disiez que l'avenir, elle est dans cette jeunesse, une jeunesse que vous avez rencontrée, par exemple, sur le tournage de Cousteau, cette jeunesse qui s'engage. Oui. C'est à ça qu'il faut penser. C'est effectivement là où je suis sorti de mon pessimisme, c'est quand on a fait la promotion du film L'Odyssée, sur le commandant Cousteau, où j'ai repris un peu mon bâton pèlerin et je suis retourné dans les rangs des activistes, en tout cas des gens qui communiquent pour une association comme Greenpeace, parce que j'ai vu des gens qui défendent les océans et qui sont très jeunes, très actifs. Et puis, hier sur le plateau, il y avait des gens incroyables, des jeunes filles de 16 ans qui arrivaient de Bali, qui ont décidé subitement de ramasser à l'âge de 12 ans les sacs en plastique sur leur île, et qui finalement, petit à petit, ont créé de cette activité une association, et elles ont obtenu, à la fin, au bout de 4 ans, du gouverneur de Bali de bannir entièrement les sacs de plastique. Et il y avait cette initiative de gens incroyablement jeunes qui parlent aux politiques à 16 ans, comme Greta Thunberg le fait. Je trouve ça extraordinaire. Donc ça me donne un optimisme. Et c'est ça que j'ai... Pas du tout, mais je regrette d'avoir dit ces mots-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est formidable de transmettre ce courage, ce sens de la mission par rapport au futur de la planète et de nous, de notre humanité. Lambert, justement, hier, vous réagissiez à nouveau
qui était très intéressante. Promis, Serge, je ne vous oublie pas, je vais l'avoir après. Lambert, vous disiez une chose qui était passionnante. Vous disiez des bébés qui sont aujourd'hui dans les landaux, ce sont eux qui... Ça me fait parce que j'ai des amis qui m'ont dit tu vois des bébés partout parce que mais non, des bébés que je vois dans les trains, des bébés que je vois dans la rue, des bébés que je vois des bébés partout. Sauf qu'un jour, j'étais dans un train, effectivement, il y avait un bébé qui était très charmant. On a commencé à parler non mais je me suis dit tiens c'est marrant cette petite fille elle a 2019 je me suis rendu compte qu'en fait elle allait avoir 81 ans en 2100 donc elle est tout à fait vivante en 2100 sauf qu'en 2100 le GIEC c'est-à-dire le groupe d'experts sur le réchauffement climatique international annonce récemment qu'on peut arriver à un réchauffement, à une augmentation de la moyenne de la température du globe de 7 degrés. Autrement dit, ce qui fait que la vie sur Terre devient véritablement difficile pour les humains. Et je me suis dit, mais en fait, on est en train de parler de leur vie. Et que tout ce qui nous a semblé de la science-fiction, en fait, est véritablement concret pour cette génération-là. Alors, c'est des bébés, clairement, mais aussi les échéances plus brèves, à 2050. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est formidable d'inclure l'écologie dans la réflexion en permanence, mais j'aimerais pousser le débat un peu plus loin et jusqu'à le questionnement sur la consommation, sur la surconsommation. Parce que je crois qu'à ce moment-là, si on ne change pas notre paradigme, et on a eu beaucoup de ces conversations avec Serge, si on ne change pas ce paradigme, je pense qu'on en a... Il va vraiment se passer des choses graves. Alors après, il faut passer la balle à la scène, parce qu'il y a un vrai grand témoin de ça, surtout par rapport à un facteur qui est un révélateur très très simple et très précis, qui sont les récifs coralliens. Justement, Lambert, c'est ce que j'allais vous proposer. Il nous reste 5 minutes et j'aimerais vraiment qu'on puisse les passer avec vous. Ça, je vais garder le micro, Lambert. Oui. Je peux garder un verre d'eau. Voilà, regardez. Serge, tout bien, je vous remercie. C'est un petit peu de Serge. J'allais vous demander tout à l'heure quelle heure engagée était Lambert, mais je ne vais pas vous poser cette question parce que je pense qu'on enchaîne plutôt sur vous et sur vos actions. Dès le départ, vous me disiez que vous, l'engagement est venu chez vous assez naturellement. Vous êtes installé entre Perpignan et la Polynésie. Il y a pire, comme lieu de vie. Vous avez d'ailleurs retardé votre départ pour être avec nous aujourd'hui, donc merci beaucoup. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui, celles qui vous paraissent absolument nécessaires, peut-être sur lesquelles vous voulez tirer le signal d'alarme? Les actions, je dirais que, moi je pense qu'il y a d'abord, si on veut être, je dirais, dans une communication efficace, il faut d'abord avoir une rigueur scientifique, il faut avoir une reconnaissance scientifique, une reconnaissance par sa paix. Ça, je pense que c'est une base. Mais après, on ne peut plus se permettre maintenant d'être un scientifique et de rester dans sa bulle scientifique. Je pense qu'on n'est plus dans cette dynamique-là. Si on reste dans cette dynamique-là, on s'isole de nos sociétés et finalement, on n'a plus cette transmission de la connaissance que l'on doit faire vers nos sociétés. Moi, je viens de passer 2 ans et demi sur une expédition de la Fondation Tara, par l'océan, avec une expédition dédiée aux récifs coralliens. Et finalement, ce qui a été intéressant dans cette expédition, c'est que finalement, on a réussi à mélanger sur une durée longue, sur une durée de 2 ans. On ne fait plus d'expéditions scientifiques comme ça se fait plus. C'est que quelques fous qui les font, parce que se consacrer 2 ans et demi juste sur une expédition, que personne ne considère qu'il a le temps de le faire. Mais on a pu faire pendant 2 ans et demi, finalement, transmettre le message sur l'état des récifs coralliens, sur je dirais, le contexte particulièrement dramatique que subissent cet écosystème. Et on est à cheval sur à la fois une connaissance scientifique qui donne une légitimité, qui permet de parler finalement aux sociétés ou aux politiques, et en même temps également sur un discours vers la société, vers les jeunes, vers la société, vers le public, pour expliquer finalement le contexte dans lequel on se situe. Les récifs coralliens, c'est très simple, on considère que c'est les écosystèmes les plus en danger actuellement. C'est quand même une espèce sur 3 dans l'océan qui vit dans les récifs coralliens. Il y a parfois quelques chiffres, je trouve qu'il est important de dire. On parle de l'océan comme étant une priorité. Il faut comprendre que l'océan, jusqu'à aujourd'hui, a accumulé à peu près 90% de l'excédent de température qu'on a produit, a accumulé entre 30 et 40% du CO2 qu'on a produit. Ça a été un formidable tampon. Le problème, c'est que, je dirais, une formidable barrière, finalement, qui nous a protégés. Actuellement, ce que disent les experts du GIEC et sur lequel j'abonde complètement, c'est qu'on passe à un cap différent. C'est-à-dire que cette source de
protection par cette réserve accumulée finalement des océans, elle est en train de se casser la figure et elle est en train maintenant, on a l'impression qu'on a des phénomènes d'accélération et c'est parce que le phénomène de tampon qu'il crée jusqu'à présent ne va plus fonctionner parce qu'il a déjà accumulé le maximum de ce qu'il pouvait accumuler. C'est pour ça qu'on a un phénomène d'accélération. Et ce phénomène d'accélération, et j'en discutais encore récemment avec au niveau régional, avec notamment un vice-président régional sur l'environnement et sur le littoral, et je lui disais, c'est fini, arrêtez de dire « et si le changement climatique ?» et si on a une augmentation de la température. Non, ça c'est un discours qui est passé. C'est on va avoir ça, on va avoir ça, et on va avoir ça. Et si vous ne le considérez pas dans vos politiques publiques, vous faites, je dirais, presque un sacrifice sur les générations à venir, parce que quelque part, vous allez, quand vous allez le considérer, ce sera trop tard à ce moment-là. De ces connaissances, de ces recherches, comment on peut passer à l'action et concrètement, comment on peut passer et à quelles actions? Alors, pour moi, les premières actions, c'est ne plus... on s'attache maintenant à beaucoup dire, on entend encore de la transition écologique, on a des mesures en faveur de l'écologie. Moi, je pense qu'il faut inverser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on va intégrer l'écologie. Non, on va mettre l'écologie en priorité et on va voir comment cette écologie peut se traduire en termes d'économie. C'est différent comme raisonnement. On ne peut plus aujourd'hui dire, eh bien, on va essayer d'aménager l'écologie en fonction de notre développement économique. Non, on doit mettre en priorité, je dirais, l'écologie. Alors l'écologie, c'est la conservation des espèces, c'est la conservation de la biodiversité, parce que c'est la biodiversité, c'est la richesse, le nombre d'espèces que l'on a qui va permettre aux écosystèmes de lutter contre les impacts, les stress actuels que l'on a. On parle de changement climatique, mais on pourrait parler des plastiques, on pourrait parler des pollutions diverses et variées qui arrivent par tous les bassins versants, dans tous les grands fleuves. Il faut savoir que par exemple le Rhône apporte à lui tout seul 80% des plastiques que l'on retrouve en Méditerranée viennent par les fleuves, ne viennent pas directement dans la Méditerranée par exemple. Donc tout ça, on doit maintenant l'intégrer en priorité et ne plus le mettre dans un contexte général. On doit d'abord dire on a une politique écologique et sur cette politique écologique, on va voir comment on peut arriver à gérer l'économie. Serge, malheureusement, on va difficilement pouvoir aller plus loin, mais si vraiment on veut aller dans la réflexion avec vous, avancer avec vous dans la réflexion, vous faites des conférences TED, il y a des actions qu'on peut soutenir avec vous, vous accompagner. Je dirais que les actions que l'on peut faire, oui, c'est de venir en aide effectivement à une meilleure connaissance, mais c'est en premier lieu d'avoir une conscience individuelle. Les plastiques que l'on a actuellement dans le Rhône, il y en a, alors les gens pensent toujours que c'est l'industrie, c'est l'économie, il y en a à peu près 40 à 50% qui sont du particulier, de l'emballage plastique individuel, de la bouteille plastique, du sac plastique, etc. C'est 50% de ce qui arrive actuellement dans le Rhône. Donc il y a aussi une démarche personnelle systématiquement à mettre en place. Dans l'émission pour la Terre à laquelle vous avez participé hier, on parlait justement des gestes que les Français sont prêts à faire justement pour avancer sur cette bonne voie. Juste, Lambert, je sais que vous vouliez parler, on va un peu changer de sujet, juste une minute. Vous vouliez parler d'une association qui s'appelle Toi à moi. On en avait parlé ici avec Reporter d'Espoir. Je sais que c'est important pour vous d'en dire un mot. Non, mais parce qu'en fait, on ne peut pas séparer la notion de la réflexion sur l'écologie, sur le danger que court l'humanité et la planète, sans parler bien entendu de justice sociale. Et sans parler d'entraide. Et je trouve que je voudrais saluer, c'est important de saluer l'initiative de deux ingénieurs qui ont renoncé à leur travail pour s'occuper de sans-abri en inventant un système que je trouve d'une simplicité merveilleuse et qui fonctionne, mais ça fait que 10 ans que cette association existe, qui s'appelle Toi, avec un T, Toi à moi, qui a été créé à Nantes. Et le principe en est très simple, c'est qu'en fait, on demande à des parrains, autrement dit des souscripteurs, de donner de l'argent, d'une promesse de don par la carte bleue, par la banque. Voilà, il faut 80 personnes qui vont donner 20 € par mois pendant 5 ans. Ces 80 personnes, si elles donnent 20 € par mois pendant 5 ans, ça fait un appartement qui est acheté par l'association. Et dans cet appartement, on va y loger et on va donner les clés pour 3 ans maximum à un sans-abri qui va être aussi accompagné par des psychologues, des volontaires qui vont organiser des sorties. Et puis, il y a un groupe de mécènes qui propose des entretiens d'emploi, un suivi professionnel, une forme de réinsertion dans un système qu'on n'espère pas trop standardisé en tout cas. Et c'est simple,
C'est très efficace. Alors il y a des journalistes qui se sont engagés, qui sont devenus parrains, grands parrains, disons. Et ça a commencé à Nantes, puis à Angers, maintenant ça va être à Bordeaux, à Lyon. Et vous en êtes un ça arrive à Paris. Ça c'est merveilleux, parce que ça vient de l'imaginaire d'individus, comme ça, qui... et puis, le conseil c'est toujours ça, c'est qu'en fait, c'est quand c'est très simple au départ et qu'on l'observe dans son entourage. Je disais tout à l'heure à une jeune fille dans une interview que dans le cinéma, on dit toujours que quand on commence à écrire un film, la première fois, il faut toujours partir de soi-même en fait. Il faut partir de ce qu'on connaît très très bien. C'est quelque chose qu'on observe, quelque chose qui fait partie de votre entourage. Et les idées, les grandes idées qui ont été décrites ce soir, je pense qu'elles viennent de cette observation très 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 proche. Et donc, ces gens-là ont dû croiser tous les jours le même sans-abri. Et puis finalement, ils se sont dit, mais en fait, il suffisait qu'il y ait un chez lui. Et voilà. Et voilà, cette association. Et quand on anime un débat, quand on anime la France des solutions, il faut couper la parole et c'est pas monter. Oui, alors simplement, pour répondre à... Non, mais je voulais juste ajouter, consulter les sites des associations, pas nécessairement Greenpeace, mais que ce soit le WWF, les Amis de la Terre, il y a beaucoup de choses. En fait, il faut se renseigner, il faut ouvrir les yeux et se renseigner. Merci. Ouvrons les yeux. Merci. Et bien pour parler de la raison d'être de Reporters d'Espoir, j'invite Isabelle Giordano, administratrice de Reporters d'Espoir, et Gilles Van der Poten, notre Gilles, le directeur de Reporters d'Espoir. J'ai débordé, donc comment vous dire? Prenez le temps. On est ravis que vous soyez toujours là, Isabelle, avec nous. Merci. On est venu très rapidement, effectivement, vous raconter aussi à notre manière quelles solutions nous avons pour créer ce nouveau rêve français, pour créer ce récit mobilisateur que souhaite Reporters d'Espoir. Eh bien, une des solutions, ce sont les médias. J'espère avoir répondu en partie, en ping-pong, à tout ce qui s'est dit. Et je voudrais vraiment remercier tous les gens qui se sont exprimés sur cette scène, parce que ça a été effectivement très inspirant. Je suis venue tout simplement avec le journal du jour. Bon, j'ai pris Libé, parce que j'habite à Libé, qui aime bien Châtillon, n'est-ce pas? Mais j'aurais pu prendre n'importe quel journal. La une ce matin, c'est quand les profs n'en peuvent plus, et il faut attendre bien sûr de nombreuses pages pour trouver des nouvelles un peu plus inspirantes, on va dire. Et on a effectivement une couverture très, très triste. Alors, bien sûr, les professeurs, on le sait, vivent une situation difficile. Mais j'ai passé l'après-midi aussi avec quantité d'autres professeurs qui, eux, font des choses extraordinaires et voilà, sont mobilisés. Donc, moi, je pense que l'une des solutions, c'est qu'on ne s'en sortira pas si on passe notre temps à réfléchir en bonnes nouvelles ou en mauvaises nouvelles. Je sais que souvent, on parle aussi des bonnes nouvelles comme étant l'affaire des bisounours. C'est une expression que je déteste. Donc, je pense que l'une des solutions, c'est d'arrêter de raisonner comme ça. Il n'y a pas le positif et le négatif. Il y a simplement le fait d'être réaliste. C'est Pierre Rabhi qui disait ça ce matin sur France Inter. Et Edgar Morin, sur la même antenne, disait aussi il n'y a plus l'optimiste et le pessimiste, il y a le volontaire. Moi, ce que j'aime bien dans Reporters d'Espoir, c'est pour ça que j'ai accepté de soutenir et de devenir l'une des administratrices, en tout cas d'être un soutien, une compagne de route, c'est qu'effectivement, je me suis dit qu'il faut sortir de cette ornière du... Voilà, on dit toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, etc. Il faut raconter la France telle qu'elle est, avec ses aspérités, avec ses pleins et ses déliés. Et effectivement, je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Moi, je passe mon temps à rencontrer des gens extraordinaires qui ne sont pas racontés dans les médias. La France regorge de talents, on l'a vu. Il y a plein de gens que j'aimerais bien voir au journal de 20h plus souvent. Et partout, moi cet après-midi, j'étais avec plein de gens de banlieue, voilà, des gens qui sont le trésor de la France, qui sont la richesse, qui sont l'avenir de la France, mais qui ne sont jamais dans les médias. Donc la France telle qu'elle est, c'est aussi ça, je pense, la mission de Reporters d'Espoir. Et puis très rapidement, deux petites anecdotes. Revenu de mes voyages, pendant 6 ans, j'ai eu la chance, c'est un privilège, de diriger la promotion du cinéma français à l'international. Quand je voyageais, je regardais toujours la télé, je regardais la presse. Quand je revenais à Paris, je me disais, mais pourquoi on a la presse la plus déprimée au monde? Je trouvais qu'il y avait une vraie différence entre la manière de raconter le monde au Japon, à New York, au Brésil et en France. Toujours négatif,
déprimé, et vraiment avec un prisme et des angles éditoriaux très particuliers. On est le seul pays au monde à faire ça. Et deuxième observation, j'avais la chance de rencontrer des gens qui me disaient beaucoup de bien de la France et qui adoraient la France. Et quand je revenais à Paris, j'avais beaucoup de French bashing et je me disais que le French bashing était souvent pratiqué par les Français eux-mêmes. Donc nous avons un trésor national, comme disent les Japonais, c'est voilà, ces humains, ces êtres humains qui construisent la France, et on est nombreux parmi les activistes ou parmi les journalistes à vouloir raconter la France autrement, et on va le faire avec les médias, puisqu'il y a quelques chiffres qui nous disent que les Français s'informent de plus en plus par les réseaux sociaux, pas forcément par les journaux papier, de plus en plus par Internet, parfois malheureusement par les fake news. Donc il est urgent, il y a une urgence écologique, il y a une urgence démocratique, mais il y a aussi une urgence médiatique à raconter autrement, pas forcément par Internet, mais différemment avec Reporters d'Espoir. Et c'est vrai que le levier des médias, il est surpuissant. Le pouvoir des images est énorme. Et il paraît que c'est toi qui vas donner le chiffre, Gilles, je te laisse maintenant la parole. Je crois qu'il n'y a que 9% effectivement de journalisme un peu constructif aujourd'hui, donc on a une petite marge de progression, c'est ça? Gilles, tu as moins de 3 minutes pour nous dire tout ce que tu veux nous dire sur Reporters d'Espoir. Si c'est toi qui dépasse, attention. Effectivement, on analyse le paysage audiovisuel, médiatique. On s'est aperçu, en regardant les JT des principales chaînes d'information, que les sujets constructifs, c'est-à-dire problèmes plus solutions, pèsent pour 9 à 11% de l'ensemble des sujets. On se dit qu'il y a effectivement une marge, tu disais Isabelle, pour donner deux autres chiffres. On est à peu près 500 dans cette salle ce soir, mais on va être 25 millions durant la semaine, parce que lundi a démarré la semaine France des solutions avec les médias. Donc vous voyez, l'effet démultiplicateur des médias, il est là. On aurait pu montrer, d'ailleurs on va le faire dans quelques minutes, la une de l'Obs, la France solidaire avec Reporters d'Espoir. C'est un partenariat ambitieux cette semaine, et il y en a bien d'autres. Donc on va toucher en audience cumulée 25 millions de personnes qui vont pouvoir découvrir des articles, des reportages, des ondes constructives. Donc ça c'est une chose. Et puis pour vous expliquer plus largement comment ce programme La France des solutions s'inscrit dans le programme Reporters d'Espoir, c'est un des 3 programmes d'action. On a par ailleurs un lab, donc études, recherche, formation. On a lancé avec l'ESJ Pro, qui est une des principales institutions de formation continue, les premières formations au journalisme constructif pour les journalistes, pour les managers de rédaction, pour tous ceux qui pensent que c'est aussi pour les rédactions une manière de donner du sens à des journalistes qui en cherchent, eux aussi. À côté de ça, on a le prix Reporters d'Espoir. Vous savez qu'on a fêté nos 15 ans cette année. On a remis les 10e prix Reporters d'Espoir. C'est une centaine de journalistes et d'innovateurs des médias distingués. C'est beaucoup de journalistes qui, grâce à ça, peuvent maintenir ou développer une rubrique, ou en créer de nouvelles, gagner en crédibilité auprès de leur rédaction. Et ça marche. Ça marche. On aurait pu parler, mais j'en parle depuis longtemps. Qui cartonne avec sa rubrique solutions en ce moment sur le numérique. Le Libé des solutions, vous savez, on prend souvent cet exemple parce que ça fait plus de 10 ans maintenant. maintenant. Quand même le Libé des solutions. Plus 24% de vente au numéro en kiosque, donc ça marche. C'était une des meilleures ventes de l'année d'ailleurs, quand ils ont fait le Libé des solutions. Tout à fait. Et la première année, c'était meilleure vente. J'espère qu'il en sera même pour nos partenaires de cette semaine des solutions avec les médias. En général. Et pour vous dire 3 nouveautés qu'on a développées cette année, en plus de tout en 30 secondes, en 30 secondes. Premièrement, on est passé au numérique. Donc on a développé OK Google, donne-moi une bonne nouvelle. Vous demandez, alors pardon pour le wording, si j'ose dire, mais ça ne pose pas de problème aux citoyens, ça en pose plus à nous, professionnels de l'info. On va demander à Lambert Wilson d'enregistrer une petite voix peut-être. Tout à fait, parce que Sophie... OK Google, donne-moi une bonne nouvelle. Il y a une voix qui te parle et qui te raconte une bonne nouvelle. Je n'arrive pas à lire le mot go. Vous pouvez programmer votre réveil sur OK Google, donne-moi une bonne nouvelle en 30 secondes, une manière aussi de recréer du trafic vers les sources originelles, c'est-à-dire vers les médias, dont on résume les contenus. En parlant de bonnes nouvelles, t'en as 2 autres? Tout à fait. J'en ai une autre. On ne s'arrête pas sur le numérique, on a développé une plateforme numérique à la demande des journalistes qui nous disent mais comment je peux avoir accès à une base de données avec vos centaines, milliers d'initiatives. Donc on est en train de la développer. On a remporté plusieurs prix du ministère de la Culture. On vient de remporter le prix du 1% pour la planète, que je salue ce soir, qui est formidable. Voilà, on a d'autres projets sur le feu et on a besoin de vous pour les accélérer. Donc je voulais remercier la Caisse d'épargne de France qui nous permet d'organiser cette soirée, Business France, Accenture, et puis
puis d'autres qui nous rejoindront, qui vont nous rejoindre, vous êtes peut-être dans la salle. De toute façon, il y a un stand, reporter du sport, donc je pense qu'on peut rapprocher de ce stand à l'issue de cette présentation pour faire plus ample connaissance. J'aimerais vraiment qu'on prenne du temps pour parler justement de l'engagement des médias. Je voudrais remercier Delphine pour sa patience. Merci mille fois Delphine d'être avec nous, présidente de France Télévisions. Merci pour votre présence ce soir, merci pour votre patience. Delphine, merci d'avoir été attentive vraiment à tout ce que nous avons proposé, aux initiatives. Vous êtes là depuis le début, donc merci, merci mille fois. Hier, c'est vrai qu'il y a eu une émission très importante sur le service public, sur France 2, auquel vous participiez, Lambert, juste les chiffres quand même d'audience qui parlent, 2,3 millions de téléspectateurs avec des pics d'audience à 2,8 millions de téléspectateurs, tout cumulé, on va dire, avec les personnes impactées, c'est plus de 6,5 millions de téléspectateurs, c'est énorme, c'est un pari réussi. Pour vous, Delphine, c'était important pour vous qu'il y ait ce programme sur France 2. Alors, avant de parler de l'émission d'hier soir, je salue Lambert Wilson qui nous a gentiment prêté main forte pour cette émission. Je voudrais juste rappeler ce qu'est la télévision aujourd'hui. Juste ça. Voilà. Donc la télévision, c'est un art populaire que l'élite considère au mieux comme un plaisir coupable, au pire comme une abomination, qui est très mise en question aujourd'hui par les réseaux sociaux, par YouTube, par les nouvelles formes médiatiques. Donc quand on dit les médias, de quoi parle-t-on exactement? C'est aussi bien Twitter que France Télévisions. Et qui continue quand même à parler à un Français sur 2 tous les jours et à 3 Français sur 4 toutes les semaines. Donc ça reste encore un média très puissant. Et pour la télévision publique, qui a évidemment une mission particulière, parce que voilà, on est financé par les citoyens, donc on se doit d'être utile. Voilà. Et justement, l'écologie avait donc sa place sur le service public plus que jamais, et a sa place sur le service public, parce qu'il ne s'agit pas seulement du prime d'hier soir qui a très bien fonctionné, c'est une politique globale d'entraîne. Alors bien sûr que l'écologie est un sujet essentiel, on l'a senti. L'avantage de travailler à France Télévisions, c'est qu'on travaille en proximité avec beaucoup d'artistes. Et la caractéristique des artistes, c'est qu'ils sentent les choses dans les autres. Et donc c'est vrai que, bon, il y a plus d'1 an, déjà, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on ait une action, un engagement particulier sur l'écologie. Mais ce qui était important dans l'émission d'hier soir, c'est la forme qu'on a voulu prendre. Parce qu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires qui parlent de la destruction de la nature, de la destruction de la faune, et on laisse les gens dans une énorme angoisse en réalité, angoisse perceptible sur d'autres sujets. Enfin, il y a une vraie angoisse dans notre société aujourd'hui. On s'est dit, il faut qu'on arrive sans pour autant raconter que tout va bien, parce que ça n'est pas le cas, donc tout en continuant à informer, à avertir, il faut qu'on engage les gens positivement, qu'on ne les laisse pas là, comme ça, avec la télé éteinte et l'angoisse au ventre. Et donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on les engage positivement, sans compter que l'action individuelle, même si elle est très loin de tout résoudre, elle peut résoudre une partie du problème. Oui, justement, vous en parliez hier dans les gestes, les fameux gestes que les Français peuvent faire au quotidien. Il est ressorti que les Français étaient prêts à réduire la consommation de gobelets en plastique, de prendre plus de gourdes dans leur quotidien. Ils étaient prêts à s'engager à consommer moins de viande, mais une viande meilleure. Est-ce que vous avez demandé aux salariés de France Télévisions également de faire attention à la consommation de plastique? Est-ce que vous avez demandé aux responsables de la cantine de France Télé de réduire la viande dans les menus? Eh bien oui, absolument. On a lancé la même initiative à l'intérieur de la maison, parce que ça nous semblait un peu difficile d'avoir cette démarche vis-à-vis de nos publics et de ne pas l'avoir en interne. Donc voilà, donc j'ai une gourde depuis hier. Mais je pense que je progresse. Parce que j'ai pu l'avoir depuis un petit peu plus longtemps. Mais d'ailleurs, c'était aussi l'esprit de l'émission. Je pense que personne n'est... Il n'y a pas les gentils et les méchants, il n'y a pas les... Voilà, je crois qu'on a tous besoin de se remettre en question tout le temps. Et on a tous des préjugés, on a tous des idées fausses dans la tête. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie
dire aussi. On va revenir au programme de France Télévisions en général, mais dans une interview du Monde, vous avez marqué votre intérêt pour un journalisme de construction. Vous savez que c'est ce qui nous réunit ici, et c'est ce que nous mettons en valeur avec Reporters d'Espoir. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le journalisme de construction? Je vais vous dire exactement ce que c'est, parce qu'en fait il y a des pays du nord de l'Europe, des chaînes publiques qui ont adopté cette façon de faire du journalisme. Donc le journalisme de construction, c'est ceci. Vous avez un problème de métro à Copenhague, d'accord? Donc vous avez un premier sujet qui explique que ras-le-bol, les chauffeurs n'arrivent pas à faire en sorte que le tram, les bus, pendant les bus, arrivent à l'heure à Copenhague. 5 minutes sur les trucs en retard. Et puis, il y a aussi un autre sujet derrière, où, dans une autre ville du Danemark, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que les bus arrivent à l'heure. Donc ce n'est pas la solution, c'est une solution. Donc, moi je ne crois pas au journal des bonnes nouvelles. Je ne crois pas à la méthode Coué, non pas que ça ne marche pas, le problème c'est que ça marche la méthode Coué. Mais il faut s'appeler Rochelle Toulet, et nous on est France Télévisions, donc voilà, on ne va pas faire la méthode Coué. En revanche, je pense que tout en continuant à promouvoir l'investigation, c'est-à-dire du temps long pour les journalistes, pour parfois 1 an, plusieurs mois, pour creuser un sujet, donc ça il faut absolument préserver ça. Je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à un mode de journalisme où on montre que individuellement, en tout cas quelques héros du quotidien ont réussi à s'en sortir. Vous savez que c'est ce qu'on a envie d'entendre, nous, ici, pour la France Télévisions, avec Reporters d'Espoir. Alors justement, si on revient à France Télévisions, dans vos programmes, déjà, est-ce qu'il y aura un deuxième prime, comme celui d'hier, sur les antennes de France 2 ou de France Télévisions en général? Alors, hier, c'était pas une émission isolée, en fait, c'est un programme, il y a maintenant des documentaires, il y a toute une saison complète sur ce sujet de la planète. Je ne vais pas vous lister tous les programmes, on a eu Clément, par exemple, on n'est pas en particulier très bien sur France 3 et d'autres, on peut retrouver dans les émissions aussi d'Élise Lucet, des sujets aussi très concernés, mais ça rentre maintenant dans votre politique globale de France Télévisions? Oui, ce qu'on essaie de faire aussi, alors sur un secteur qui n'a rien à voir avec les émissions de prime, comme celle qu'on a pu faire hier soir, prenons la fiction. J'entendais tout à l'heure parler du récit et du récit commun. C'est typiquement ce que la télévision, qui reste encore un média de masse, peut contribuer à sa juste place à faire. Et là, par exemple, à l'occasion d'une discussion avec le ministre de l'Éducation nationale qui a du mal à convaincre les professeurs les jeunes en tout cas, d'embrasser la profession de professeur, quand on voit aussi que c'est une profession avec un très fort sentiment de déclassement, pour de bonnes raisons d'ailleurs, on s'est dit qu'il faut absolument que dans nos séries, on arrive à beaucoup plus mettre en valeur ces héros du quotidien. Et donc on a 3 séries en développement sur le métier de professeur, parce que dans la salle, je suis sûre que vous avez tous dans votre cœur un professeur qui a changé votre vie. Et combien de profs ont sorti de la misère un nombre d'enfants incalculable. Bon, voilà, donc ce sont vraiment des gens qui comptent beaucoup dans les vies humaines. Donc, voilà. Donc on a 3 séries sur les profs en développement, mais on s'en fait pareil pour les politique générale. Exactement. Comment est-ce qu'on peut rendre compte d'une réalité qui n'est plus perçue, voilà, de manière générale, et voilà, ça ne concerne pas évidemment que les métiers de l'enseignement. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup d'être là. Je voulais saluer également les autres médias qui sont présents avec nous pour cette France des solutions. 4 dirigeants de médias nous ont fait le plaisir de nous accompagner. Alors je crois que vos places ont été changées. Voilà. Je voulais que Sylvain Courage nous raconte, vraiment Sylvain, en quelques mots, en quoi le rédacteur en chef de l'Obs est fier cette semaine. Et il peut l'être, parce qu'elle est belle, la coupe de cette semaine. On va faire, Sylvain est juste là, on va vous laisser le micro. Bon, l'exercice il n'est pas évident, parce que vous avez 1 minute chacun, c'est horrible. J'y suis pour rien, c'est pas moi qui fais. Très rapidement, c'est vrai que dans nos conférences de rédaction, on est parfois saisi d'angoisse quand on voit l'accumulation des mauvaises nouvelles, des crises économiques, des catastrophes écologiques. Et on se pose parfois la question de savoir quelle image on donne du monde et quel récit on véhicule. Et il se trouve toujours l'un, plus souvent l'une d'entre nous, pour dire allons-y,
marche, racontons le monde qui va bien, qui trouve des solutions. Et en général, malheureusement, c'est peut-être la maladie de la profession, c'est là où les journalistes ont un petit travail à faire sur eux-mêmes, le scepticisme l'emporte. Sauf que depuis 2 ans, nous avons une directrice, Dominique Nora, qui prône et incarne cet optimisme trop bas, et qui donc nous a poussé, nous a un peu contraint à aller au bout de cette proposition. Et donc ça donne cette semaine cette couverture. On est allé effectivement à la rencontre des quotidiens. Comme ça je vais le... Tiens, vous avez la gentillesse de l'intervention sur le magazine. Et donc on a des journalistes qui étaient ravis d'être allés rencontrer des gens parfaitement anonymes, parfaitement ordinaires, qui n'avaient jamais vu de journalistes, mais qui avaient tout simplement pris des initiatives admirables pour venir aider leurs prochains, lutter contre les discriminations, les inégalités. Ils étaient ravis de l'avoir fait, et on a fait cette couverture. C'est pas la première, on a déjà eu des accès d'optimisme, et on en aura d'autres, mais ça marque sans doute un tournant pour nous. Voilà. Et donc on est très fiers, on est très satisfaits d'être partenaires. Qui aide à sourcer les informations. Raphaël, tu es juste à côté, donc je vois que tu as le micro, journaliste animatrice de la France Bouge, chaque jour sur Europe 1, fidèle reporter d'espoir. Merci d'être là, tu connais l'exercice. Merci à toi, je vais essayer d'être rapide. Mais non, mais prends le temps quand même de nous expliquer en quoi cette France des solutions, cette France solidaire, comme le titre est important à dire. Elle est importante. Moi, je voudrais juste vous raconter une histoire. L'année dernière, on m'a dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire une émission autour des gens qui sont formidables? Alors bon, je me suis dit, effectivement, on est habitué à du scepticisme, on fait un grand journal où on raconte pas mal de mauvaises nouvelles. Et puis j'ai commencé à creuser et je me suis dit que des gens formidables, finalement, j'en connaissais plein autour de moi, qu'il suffisait d'ouvrir les yeux. Donc tous les midis, entre midi et 14h, j'essaye de leur donner la parole. La plupart du temps, c'est vrai, ce sont des inconnus. Mais ils viennent raconter leur histoire. Ils ont découvert une passion, une voie. Ils ont choisi de défendre une cause. Et ils nous transmettent leur optimisme. Et moi, je ressors tous les jours un peu plus riche de ça. Grâce à ces gens qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peut-être parce que ce sont nos voisins. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Et je le dis tous les midis. Ma mission, c'est de vous montrer que la France, elle bouge et que c'est vous qui la faites bouger parce que j'y crois. Voilà. La France bouge. Il faut y croire. Il faut croire en ses rêves, Lambert Wilson. Il faut rêver la suite. C'est important. Il faut rêver parce que les jeunes générations sont là pour nous montrer. On accueille tous les jours dans la France Bouge Academy, entre 12h30 et 13h, des jeunes qui sont sortis d'école, qui viennent défendre, pitcher leur projet et qui sont déjà en train de préparer la suite. Donc moi j'ai juste envie de dire, c'est formidable. La France Bouge aussi grâce à toi. Merci beaucoup. Pascal Jalabert, rédacteur en chef du groupe EBRA, la presse quotidienne régionale de l'Est. Pascal, c'est aussi très important justement en région de faire des articles, des sujets, comme on dit, sur ces initiatives, parfois à côté de chez nous. Et ça, c'est aussi grâce à la presse régionale qu'on arrive à trouver des pépites, des sujets incroyables. Alors oui, on trouve des sujets incroyables. Là, on les traitait déjà, on les a toujours traités dans nos pages locales, régionales, nationales, mais on ne les mettait pas en valeur. On avait tendance à privilégier des nouvelles plus classiques, plus angoissantes. Alors, je ne vous rassure pas, mais je ne vais pas vous mentir non plus, on ne va pas s'arrêter de le faire demain. C'est-à-dire qu'on va continuer à dresser les constats de ce qui ne va pas dans la société. Mais de plus en plus, on met en avant des personnalités ou des anonymes qui trouvent des solutions. Je peux vous citer 3 exemples. Déjà un, voilà. Alors l'agglomération lyonnaise, vous savez qu'elle est très dynamique, qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais elle a un gros problème qui sont les bouchons. Pas ceux dans lesquels on mange, mais ceux pour aller en ville, quand on prend le tunnel pour aller à l'aéroport. Je les connais bien. Vous les connaissez bien. Voilà. Donc, on a fait des sujets sur, dans le nord-est lyonnais, autour de Tara, dans le Beaujolais, une création d'une multitude d'espaces de coworking qui permettent à des salariés d'entreprises de l'agglomération lyonnaise de travailler ailleurs. Alors ils sont de différentes entreprises et on a fait la une là-dessus. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, on n'aurait pas fait. Voilà, donc ça évolue. C'est un très très bon sujet. C'est un excellent sujet. Voilà, il y en a d'autres, vous savez, cette semaine. Allez, un deuxième et après je vais donner la parole à la deuxième et puis
Le deuxième, certains métiers, on l'écrit régulièrement, ont du mal à trouver des salariés et ont du mal à faire la parité entre les hommes et les femmes. Et bien cette semaine, dans le cas de la France des solutions, on a proposé 3 portraits sur une page, une conductrice SNCF, alors que la SNCF cherche des conducteurs et des conductrices, une compagnon du devoir, ça a été la première à obtenir ce statut, et puis un grand groupe de BTP qui a choisi une ingénieure pour contrôler tous ces chantiers dans des milieux d'ordinaire très masculins. Donc ce sont des gens qui individuellement font avancer la société. Dernier petit message, ça vous a montré un journal. Alors quand vous achetez un journal, vous n'abîmez pas la planète, vous n'abîmez pas les forêts parce que c'est du papier recyclé. Donc vous pouvez acheter les journaux, ça reste un geste écologique. Merci. Lauriane Clément, vous êtes là? Ah mais Lauriane, vous êtes là. Pardon, je vous cherchais par là. Lauriane, on va mener parce que je suis venue avec une quinzaine de lycéens. Ah bah c'est très bien, vous êtes tous les bienvenus, vous êtes chef de la rubrique Actu de Phosphore. Exactement, donc Phosphore pour les 14-18 ans, donc les lycéens. On parlait tout à l'heure de la jeunesse qui s'engage, elle est là. Donc nous, ça fait longtemps que Phosphore, on met en avant tous les projets portés par des lycéens pour leur planète, pour les autres, pour améliorer un peu notre monde. Franchement, ils sont vraiment nombreux. Donc toutes les 2 semaines dans notre numéro, on les met en valeur. Et là, avec cette semaine des solutions, on a voulu aller encore un peu plus loin. Donc on a créé un dossier de lupage dans ce magazine qui vient de sortir. On a sélectionné 5 projets sur des thématiques variées, portés uniquement par des lycéens, créés par des lycéens. Et à côté de ça, ces mêmes lycéens se sont parlé face caméra pendant 2 minutes sur la chaîne YouTube, dans un programme qui s'appelle Lycée engagé. Ils racontent sur leur projet et surtout ils donnent des conseils aux autres jeunes de leur âge pour leur dire lancez-vous vous aussi parce que c'est le but. Donc les jeunes, ils sont là avec moi aujourd'hui. Donc on a le lycée Théllard de Chardin de Saint-Maur-des-Fossés qui est ici. Alors eux, ils ont monté carrément une mini-entreprise dans leur lycée pour créer un jeu de cartes pour aider les malades d'Alzheimer à faire travailler leur mémoire. On a aussi ici Clara et Ariane qui ont lancé des cours de soutien pour les jeunes migrants de leur âge. On a des représentants du lycée Blaise Pascal à Orsay qui, eux, c'est des éco-délégués hyper engagés sur l'environnement. Et là, récemment, ils ont installé un éco-pâturage. Donc, imaginez un peu des moutons qui se baladent dans le lycée. C'est à Orsay. Et donc, 2 autres collègues n'ont pas pu venir ce soir, mais c'est Thomas qui a été victime de harcèlement scolaire et qui a lancé son application pour aider les jeunes victimes comme lui. Et enfin, Ophélie qui s'est demandé un jour, mais qu'est-ce qu'on fait de nos tours de lunettes en fait? Rien, elle dort au fond de nos tiroirs. Et elle a lancé sa start-up pour les recycler. Voilà, donc ils sont impressionnants. Bravo. Merci à tous ces jeunes d'être venus ici dans l'hémicycle. C'est le moment de vous dire au revoir. Oui, je sais, on a dépassé, mais c'est pas grave. Finalement, on avait envie d'être ensemble. Je vous propose d'admirer l'œuvre dans le hall de Giuseppe Pennone, l'œuvre dans la salle des colonnes, Matrice di Ninfa, une œuvre qui permet de mettre en harmonie l'homme et son environnement. Je trouvais que c'était une belle symbolique pour résumer ces belles rencontres de la France des solutions. Merci aux partenaires, merci aux journalistes, merci à nos invités, merci à toute l'équipe de